Bonjour à tous, merci pour votre présence. Bienvenue à cette journée dédiée à la reconquête des médias. Alors c'est une journée qu'on souhaitait organiser depuis un certain temps déjà, dans la mesure où le thème de l'analyse et de la critique du système médiatique fait partie des sujets que nous avons souhaité mettre en avant dès la création de notre média il y a maintenant plus de 5 ans. Il faut dire évidemment que le contexte s'y prêtait, puisqu'on assistait alors à la mise en place d'un consensus médiatique sans précédent en faveur d'un candidat. Bien sûr, c'est une thématique qui n'est pas neuve du tout, puisque un certain nombre d'associations alertent depuis longtemps sur les dangers de la concentration médiatique. On pense bien sûr aux travaux précurseurs d'Acrimed ou du monde diplomatique, travaux qui remontent à la décennie des années 90, travaux qui ont été effectués dans un contexte particulièrement difficile, le contexte post-guerre froide, sous lequel la liberté d'expression était surtout considérée par rapport au pouvoir politique, mais encore très peu par rapport au pouvoir économique et financier. Raison pour laquelle, pendant plusieurs années, ces travaux, malgré leur succès éditorial croissant, ont eu un écho dans la sphère politique, au sein de la classe politique, assez faible. Et il a fallu la conjoncture récente pour que la question de la concentration médiatique et du fonctionnement du système médiatique en général fasse l'objet d'un débat national. Il a fallu d'abord l'émergence d'un certain nombre de candidats dits populistes ou anti-système, symptôme du reflux de l'hégémonie médiatique. Un phénomène auquel les gouvernements ont généralement répondu par des mesures qui ont renforcé la mainmise de l'oligopole médiatique sur la production d'informations. On pense bien sûr aux accords passés ces dernières années entre gouvernements, médias et plateformes numériques visant à réguler la circulation de l'information en ligne, qui a été bien sûr légitimée par une entreprise de lutte contre la haine en ligne ou les fake news, mais qui de fait ont eu pour effet de renforcer les effets de la concentration médiatique. Plus récemment, bien sûr, c'est l'offensive médiatique lancée par Vincent Bolloré qui a enfin attiré l'attention d'un nombre croissant de journalistes et de représentants de la classe politique sur les effets que pouvaient avoir ces phénomènes de concentration. Et il nous reste à espérer que ce phénomène puisse enfin créer les conditions d'un grand débat national sur cette question. Je tiens à remercier pour l'organisation de cette journée d'abord Emmanuel Vire du Syndicat national des journalistes. Je remercie toute l'équipe organisationnelle du Vonslev, sans laquelle l'organisation de cette journée n'aurait pas été possible. Je remercie l'équipe technique grâce à laquelle cette journée pourra être filmée et mise en ligne. Je remercie bien sûr nos invités et d'une manière plus générale la rédaction du Vonslev pour les travaux qu'elle effectue depuis maintenant 5 ans sur cette question. Bonne journée à vous. Oui, donc bonjour à toutes et tous, je suis Emmanuel Vire, le secrétaire général du syndicat national des journalistes CGT. Tu as oublié CGT, c'est parce qu'il y a aussi le SNJ autonome, vous savez, il y a le premier syndicat de journalistes en France et le SNJ autonome, nous sommes le deuxième. Moi j'ai tout de suite accepté, quand le vent se lève, m'a demandé de réserver la salle aujourd'hui. Vous savez qu'on est accueilli ici à la Bourse du Travail. Donc je vous demanderai d'ailleurs 2-3 trucs par rapport à le respect du port du masque dans la salle. Vous savez qu'on est dans un lieu où il n'y a pas de passe vaccinal demandé, hein. On a obtenu ça, nous. On était contre le passe vaccinal à la CGT. Donc il y a des huissiers qui passent de la mairie de Paris de temps en temps. Donc si on veut garder les salles, il faut juste respecter ce minimum-là qui est... Bon, on n'en a que jusqu'au 14. Pourquoi on a accepté au SNJ CGT de prêter la salle aujourd'hui? Évidemment sur cette thématique de reconquête des médias. Tu as parlé d'Acrimed, du monde diplôme qui se battent depuis des années. Nous aussi, évidemment, c'est vrai que peut-être on pense peu aux syndicats de journalistes. Au SNJ CGT, ça fait à peu près 20 ans qu'on se bat contre la concentration des médias. 20 ans qu'on a ramé dans le vide avant que Bolloré arrive et avant que cette thématique soit maintenant au cœur. Pendant 20 ans, on nous a dit mais il n'y a que les milliardaires qui peuvent sauver la presse. C'est ça qu'on nous a dit pendant 20 ans. Alors que pour nous journalistes, les milliardaires, c'est d'abord la casse sociale. C'est ça qu'il faut avoir. Avant l'offensive idéologique Bolloré, la concentration des médias aux mains des milliardaires, c'est d'abord la casse sociale. C'est des journalistes qui sont passés en 10 ans de 40 000 à moins de 35 000 en France. C'est ça. Dès que Bolloré prend un média, moi je suis journaliste de Bolloré, dans un groupe
Prisma Media, qui vient d'être acheté par Bolloré le 1er juin. Prisma Media, c'est le premier groupe de presse magazine en France. Femme Actuelle, Voici, Gala, Capital, Ça m'intéresse, etc., etc., etc. Quand il a acheté, on était 1000. À la fin de l'année, on sera 800. Déjà, c'est ça. C'est ça, les milliardaires. Donc, pendant des années, on a ramé. On va dire grâce, malheureusement, je suis obligé de dire grâce à Bolloré, cette thématique de la concentration est enfin un peu dans le débat public. Il y a, vous avez vu l'enquête sénatoriale, la mission d'enquête, il y a des missions d'enquête. Nous, on est auditionnés tous les mois en ce moment sur la thématique de la concentration, et une mission d'inspection du ministère des Finances, de la Culture, etc., etc. Donc le but, et pourquoi on voulait soutenir cette journée aujourd'hui, c'est que cette thématique, alors qu'on rentre en campagne électorale, en climat de guerre, du fait de l'agression de Poutine, il faut que cette thématique de la concentration et d'un véritable pluralisme des médias soit au cœur de nos luttes. Et donc c'est pour ça que je tenais à remercier l'initiative d'aujourd'hui. Et pour terminer, face à Bolloré, alors là c'est vrai que c'est une concentration inédite, et Jean-Baptiste pourra en parler longuement puisqu'il a lutté pendant des années contre, il faut réagir maintenant. Et c'est le sens d'un collectif qui s'est créé, je pense que vous avez vu il y a maintenant 3 semaines, du collectif Stop Bolloré. Et donc je vous annonce qu'un grand meeting se tiendra salle Olympe de Gouges, dans le 11e arrondissement, le vendredi 18 mars, à partir de 19h, pour expliquer le sens de ce collectif et les actions que nous menons. Et je terminerai là. La première action menée par le collectif Stop Bolloré, c'est que nous avons saisi l'ARCOM, l'ex-CSA, pour que l'ex-CSA devenu l'ARCOM reconnaisse que le cahier des charges de CNews n'est pas respecté. Et que donc il faut arrêter avec ces discours de racisme et de guerre civile que nous avons tous les jours sur CNews. Voilà. Bonne réunion et merci beaucoup. Simplement pour compléter très brièvement ce qu'a dit Emmanuel et ce qu'a dit Vincent, je m'occupe de la rédaction du Vent se lève avec Vincent justement, et ça nous tenait à cœur effectivement de lancer un peu disons, les premiers échanges sur ces questions-là de concentration des médias. Emmanuel vous l'a dit, aujourd'hui c'est un premier événement et cette thématique va continuer à être portée, et donc c'est important aussi pour nous que vous saisissiez de ce sujet en fait, et que vous ne soyez pas juste là, vous voyez comme on est habituellement, on écoute une conférence et puis on parle et puis on a appris des choses, mais c'est tout. On a aussi envie que ces moments d'échange soient des moments d'appropriation de ce sujet, de discussion. Vous l'avez vu aussi dans l'événement. Aujourd'hui, on tenait à ce qu'il y ait un appel à contribution, donc si à l'issue de ces différentes discussions, vous avez aussi des propositions à faire à la rédaction du Vent se lève, nous on est preneurs, on travaille de manière bénévole, c'est un modèle un peu curieux, mais ça nous permet de faire des choses, ça nous permet de porter des projets, ça nous permet de donner la parole à des gens qui normalement n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas suivi le bon cursus. Et donc c'était aussi peut-être une bonne manière de lier et la réflexion et l'action aujourd'hui. Et je n'en dis pas plus puisque les gars vont présenter nos invités, et je vous souhaite une bonne conférence. Merci à tous. Du coup, William, je m'occupe de la rubrique économie au Vent se lève. Donc, j'ai animé cette conférence. Donc, l'introduction a été faite notamment par Emmanuel et puis par Vincent, aussi du contexte dans lequel se tient cette conférence. Je vais donc vous présenter un peu les gens que nous avons autour de la table. Marc Andevelde, pour commencer, qui est ici présent. Donc, vous êtes journaliste indépendant, vous avez travaillé avant pour Marianne, Le Monde Diplomatique, Témoignages chrétiens et puis d'autres publications. Vous avez fait beaucoup de livres d'enquête. Dévoilé certains scandales, notamment je pense à Uramine et Areva à l'époque. Et puis vous avez publié 2 livres sur les réseaux de pouvoir autour d'Emmanuel Macron. D'abord L'ambigu Monsieur Macron en 2017, avant l'élection, puis Le Grand Manipulateur en 2019. Et votre dernier livre, que l'on a pu apercevoir un peu ici et là, L'emprise, la France sous influence, où vous revenez sur de nombreuses affaires récentes, notamment dans le contexte international. On pense aux guerres d'intelligence économique, à l'affaire Huawei, Pegasus et d'autres. Voilà, Salomé Saké, juste ici, donc journaliste vidéo pour différents médias. Je gère maintenant, on se tutoie, puisqu'on fait aussi partie du Vent se lève avant. Maintenant, tu es à la rubrique économie de Blast, donc un média en ligne, vidéo, principalement. Tu travailles aussi à France 24, c'est fini.
On peut te voir aussi sur la chaîne parlementaire ou dans 28 minutes sur Arte. Et tu as aussi bossé au monde diplomatique un petit peu. Et on peut signaler quand même aussi que tu es un journaliste engagé sur un certain nombre de questions, sur les questions économiques d'abord, sur les questions environnementales, de féminisme également. Et je recommande quand même aussi des vidéos de manière générale, mais en particulier le documentaire que tu as fait pour Vent se lève sur les blessés des Gilets jaunes, qui était assez touchant, assez marquant. De l'autre côté de la table, Jean-Baptiste Rivoire. Vous êtes journaliste d'investigation, vous avez travaillé pour 90 minutes, et notamment sur la guerre d'Algérie, puis la guerre d'Irak. Vous avez ensuite été le rédacteur adjoint de Spécial Investigation sur Canal+. Et ensuite, vous avez observé de manière personnelle la prise de contrôle de Canal+, du groupe Canal, par Vincent Bolloré, dont on va parler aujourd'hui. Et vous avez eu pas mal de déboires avec lui face aussi à la censure. Et puis finalement, en 2021, vous avez lancé un autre média qui s'appelle Off Investigation, dont Blas a d'ailleurs diffusé sous format vidéo le premier épisode d'une enquête concernant Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et ses liens familiaux avec le groupe MSC, qui est un armateur italien, pour en y revenir. Et vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle L'Élysée et les oligarques contre l'info, où vous revenez sur l'action des 3 derniers présidents, Macron, Sarkozy et Hollande, par rapport à la concentration des médias et comment ils se sont appuyés sur les milliardaires de l'information pour conquérir le pouvoir, puis ils les ont aidés. Enfin, Sophie Eustache, juste ici, vous représentez l'association Acrimed. Acrimed, c'est un site indépendant de critique des médias qui a été lancé il y a un peu plus de 20 ans, c'est ça ? 25 ans. Donc aussi assez proche du réseau du monde diplomatique. Vous publiez tout un tas d'articles sur le traitement médiatique de tout un nombre de questions et toutes les petites saillies, les petites phrases qu'on peut parfois entendre sur la télévision ou dans la presse. Et à titre personnel, vous êtes journaliste, vous travaillez pour Le Monde diplomatique et Radio Revue, et vous êtes également l'autrice de Bâtonner comment l'argent détruit le journalisme, où vous expliquez que finalement les journalistes n'ont plus vraiment les moyens de faire leur travail et se contentent de plus en plus de recopier les communiqués de presse, l'AFP, leurs collègues, Twitter, etc. Et Laetitia, qui a pris la parole juste avant, rédactrice en chef du Vent se lève, tu es également doctorante en philosophie politique à Namur, en Belgique. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la question du monde de l'édition, dont on parle moins que la question des concentrations des médias, mais il y a également une forte concentration dans le domaine de l'édition, ce qui pose aussi des problèmes assez importants, puisque l'édition contribue aussi à façonner l'agenda médiatique. Donc simplement, quand certaines personnes publient des livres, cela leur permet ensuite d'être invités dans les médias. Et il y a aussi donc une guerre dans la question des maisons d'édition. Je signale aussi que tu as écrit, tu as lancé une série d'entretiens avec des maisons d'édition indépendantes à lire sur le Vent se lève. Donc je vais vous passer la parole dans un instant. Je vais commencer par une question à Sophie Eustache, puisqu'on va débuter pour avoir un panorama un petit peu de la concentration des médias. Je vous donne à peu près un quart d'heure chacun pour répondre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la concentration des médias. On a le fameux graphique que j'ai sous les yeux là, de Acrimed et du monde diplomatique, qui est régulièrement mis à jour, qui retrace de manière cartographique et très bien fait qui possède quoi dans les médias. On a récemment eu, effectivement, comme on l'a dit, et revenir évidemment le cas de Vincent Bolloré, qui a pris le contrôle par exemple de Canal, de Europe 1, qui maintenant s'investit dans l'édition, on pense aussi, on en parle un peu moins, mais la fusion entre TF1 et M6, le groupe Bouygues, qui va créer un géant de la télé. La commission d'enquête au Sénat, qui s'achève bientôt, a également mis ce sujet en lumière. J'ai envie de vous poser une question. Comment aujourd'hui on en est arrivé là, à un paysage aussi concentré? Maintenant cette phrase qui est devenue assez connue, 9 milliardaires possèdent 90% des médias. Et pourtant on a des lois, il y a une loi de 1986 contre la concentration des médias. Pourquoi permet-elle qu'on arrive quand même là où on en est aujourd'hui? Et puis j'aimerais aussi savoir en termes de conséquences concrètes ce que ça signifie sur le travail des journalistes et sur l'information qu'ils produisent. Ça tombe bien, ça fait presque que vous raconter, on ne s'est pas concerté.
Ça va, je parle assez fort. Non juste la carte, vous pouvez la trouver au stand d'Archimède, elle est en vente libre, à prix libre. Et c'est une carte qui est faite par Archimède de l'Union diplomatique et qui est mise à jour chaque année. Et chaque année, le mercato donne lieu à des mises à jour. Donc, en effet, la concentration, c'est pas un phénomène nouveau, même si c'est porté à l'actualité dans le débat public à cause de Bolloré et de l'entreprise idéologique qu'il entreprend avec CNews notamment. Et la concentration, c'était déjà un phénomène qui existait entre les deux guerres. C'est un phénomène qui s'est remis en place rapidement après la Seconde Guerre mondiale, malgré les ordonnances de 1944 qui préconisaient une presse indépendante, des pouvoirs de l'argent, des pouvoirs de l'État et des influences étrangères. Et ces ordonnances ont très peu de temps été respectées et très vite, les empires médiatiques se sont reconstitués. Donc cette concentration, en effet, comme vous le disiez, elle est réglementée par la loi du 30 septembre 1986, qui a été mise en place dans un contexte de libéralisation des radios et de privatisation de la télé. Parce que c'est, en effet, c'est un an avant la privatisation de TF1 et sa concession à Bouygues en 87. Donc l'objet de cette loi de 86, c'est de réglementer les concentrations capitalistiques et territoriales et empêcher la constitution d'un empire tel que celui d'Ersan s'est constitué après la guerre. Ersan qui était surnommé Papivore et qui à l'époque contrôlait François, Le Figaro et plusieurs journaux en région, et notamment en Normandie. Alors cette loi, elle est inefficace pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle n'est pas appliquée, enfin il y a une grande tolérance à son égard, et une tolérance des pouvoirs publics, et surtout elle a été très vite rendue obsolète par l'évolution des modes de consommation avec Internet, les réseaux sociaux, les smartphones. Et par ailleurs, cette loi elle ne prend pas en compte les différents types de concentration. Et ces types de concentration, on peut en citer trois grands. C'est la concentration horizontale, celle par exemple de Bouygues, c'est-à-dire il s'agit de posséder plusieurs médias dans le même secteur. Donc pour le groupe Bouygues, c'est posséder TF1, LCI, TMC. Une autre forme de concentration, c'est la concentration transversale. Donc là, il s'agit de posséder plusieurs médias de secteurs différents. Donc on peut citer pour ce cas-là Bolloré, mais c'est pas le seul qui détient le groupe Canal, Europe 1, Paris Match, le JDD. Et des concentrations verticales, c'est-à-dire qu'il s'agit de posséder toute la chaîne de production de l'information, donc posséder à la fois les tuyaux et les contenus. Et là, c'est le cas de Patrick Drahi, mais aussi de Bouygues et de Xavier Niel aussi, c'est-à-dire des opérateurs télécoms qui possèdent des tuyaux et les contenus. Et Patrick Drahi a poussé la logique plus loin, puisque lui, il a créé SFR Presse, qui permet aux abonnés de SFR d'accéder à tous les médias, et notamment les médias qu'il détient. Donc Patrick Drahi, pour rappel, c'est BFM TV, c'est le groupe Lex Radio, BFM TV, Libération, même s'il l'a mis dans une fondation, n'empêche qu'il en reste propriétaire, enfin, le plus grand financeur en tout cas de cette fondation. Donc voilà un peu pour le paysage et les types de concentration. Et une des caractéristiques en France de ces grands propriétaires de médias, et ce n'est pas le cas en Allemagne par exemple, c'est que ce sont des propriétaires qui ont des activités industrielles qui dépendent de commandes publiques. Donc Bouygues, Dassault, ils dépendent des commandes publiques pour leur activité, et aussi de régulation de l'État. Par exemple SFR, Xavier Niel aussi, qui, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais longtemps en tout cas ils dépendaient des infrastructures d'Orange pour faire fonctionner Free. Donc voilà, tout ça, ça crée des conflits d'intérêts forcément, puisqu'ils peuvent influencer le pouvoir public pour leur activité. Et je vais vous citer Patrick Champagne, qui est un des sociologues, d'ailleurs un des fondateurs d'Archimède aussi, et qui a écrit, je ne sais plus le titre, c'est quelqu'un d'Archimède pour aider. En tout cas, la citation, c'est le journal est devenu une entreprise et peut se vendre comme tel à des groupes financiers qui l'achètent pour faire des affaires ou pour contrôler plus ou moins un média. Le champ économique n'achète plus les journalistes individuellement, comme dans l'entre-deux-guerres, mais il achète les journaux, les entreprises de corruption condamnables,
sont devenues des opérations économiques légitimes. Et donc aujourd'hui, voilà un peu comment on en est arrivé là, avec voilà, une dérégulation, une marchandisation de l'information, et puis des lois qui ne sont pas appliquées. Et aujourd'hui, la concentration, elle est mise en avant à cause ou grâce à Vincent Bolloré, qui attire l'attention et l'inquiétude, et à juste titre, puisque son empire médiatique est au service d'une idéologie ultra-réactionnaire, et c'est notamment son ingérence dans l'élection présidentielle qui a motivé une commission au Sénat sur la concentration des médias, plus et aussi la fusion TF1-M6 qui est aussi en tête des personnes qui s'intéressent à ce débat depuis longtemps. Mais Bolloré, ce n'est pas le seul problème, puisque, comme on l'a vu, la concentration, ce n'est pas un phénomène nouveau, et exercer son pouvoir, et le pouvoir du capital pour influencer, et le pouvoir médiatique pour influencer une élection, ce n'est pas du tout nouveau non plus. Ce n'est pas une invention de Bolloré. En 1989, François-Olivier Gisbert, qui était alors patron rédacteur en chef du Figaro, disait « Tout propriétaire a des droits sur son journal. D'une certaine manière, il a des pouvoirs. Vous me parlez de mon pouvoir à moi, c'est une vaste rigolade. Il y a des vrais pouvoirs. Le vrai pouvoir stable, c'est celui du capital. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Ça se passe dans tous les journaux. » Et donc, en 1995, TF1 a fait campagne pour Balladur, par exemple. En 2007, Sarkozy avait le soutien de Bouygues et de Lagardère. Et peu après aussi, on le retrouvait sur le bateau de Bolloré. En 2017, Macron a bénéficié d'une grosse couverture, notamment de la part de BFM TV, donc les médias de Patrick Drahi. Donc ça montre que la lutte contre l'appropriation capitalistique des médias, c'est une urgence et c'est une vraie question démocratique. Les ordonnances de 1944 n'ont jamais été appliquées. Les tentatives de réguler la concentration des médias ont été soit inefficaces, soit échouées, que ce soit la loi de 86 ou la loi Bloch pendant le gouvernement Hollande. Donc, et pourtant, elles sont nécessaires puisqu'elles visent à garantir une indépendance de la presse et un meilleur débat démocratique. L'autre pendant de cette appropriation capitalistique, c'est les conditions de travail dans les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias, et que ce soit dans le service public ou dans le privé, c'est une logique commerciale qui s'applique avec des chaînes privées, par exemple BFM, ou plus caricaturalement en parlant CNews, avec une info low cost où des grilles sont monopolisées par le débat de plateau au détriment du reportage. C'est aussi une division taylorisée du travail journalistique, avec une dépossession des travailleurs de l'information de leur travail et du coup une dilution de leur responsabilité. C'est-à-dire que, par exemple, un reportage de BFM, il va être filmé par un JRI en région, il va être monté à Paris par un desker qui ne quitte jamais son poste et qui ne va pas sur le terrain, il va être commenté par le rédacteur en chef ou réanglais par le rédacteur en chef qui n'est pas non plus allé sur le terrain, et ensuite il va être commenté par les éditorialistes sur les plateaux. Donc forcément, chaque petit acteur de cette production ne se sent pas responsable du produit final qui sort à la télé, puisqu'il en aura fait qu'un petit bout. Donc c'est aussi ce qui peut expliquer le manque de mobilisation des travailleurs de l'information face à ces conditions de travail et face surtout à cette production de l'information dégradée. Et ensuite, le dernier point, c'est des plans de licenciement. À chaque fois qu'un média est racheté, en général, ça s'accompagne d'un plan de licenciement et du coup de moins de moyens humains pour faire de l'information. Donc au final, c'est une information dégradée au service, et en plus au service d'intérêts privés, quoi. Donc, pour conclure, nous, avec MED, on est quand même content que la question de la concentration des médias atteigne le débat public. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'en effet, Bolloré, c'est la partie émergée de l'iceberg, même si c'est une partie très menaçante et très dangereuse. C'est le moment de s'emparer de cette question et de poser vraiment la question
de la liberté d'information et de virer le pouvoir du capital des médias d'intérêt public. Merci beaucoup. Pour poursuivre, je voudrais m'adresser à Marc Andevelde. On a vu lors de la commission d'enquête au Sénat les milliardaires devant Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Patrick Drahi, etc. défiler devant les sénateurs, de dire à quel point ils ont de très bonnes intentions, d'informer, etc. On a vu Vincent Bolloré me dire que pour lui c'était juste un coût économique, puisque finalement c'était une bonne affaire, les médias c'était très rentable, c'est pas trop le cas pourtant. Et on entend en fait beaucoup parler de Vincent Bolloré, souvent par rapport aux opinions politiques qu'il promeut sur ses chaînes, on pense en particulier à CNews. On entend souvent dire que Vincent Bolloré est un catholique très conservateur, etc. Et donc pour cette raison, il est très proche des thèses d'Éric Zemmour. Pourtant, et c'est un petit peu ce que vous avez évoqué dans plusieurs de vos articles, dans vos livres, je signale, vous avez écrit un article dans le dernier Marianne de cette semaine là, sur les intentions aussi de Bolloré sur le groupe Dassault, qui possède le Figaro notamment. Et donc j'aimerais savoir, selon vous, un petit peu si on prend le cas de Bolloré et de ses ambitions, comment est-ce que s'il n'est pas finalement, on se focalise beaucoup sur lui et ses liens avec Éric Zemmour. Pourtant, vous l'avez montré, son fils, par exemple, Yannick Bolloré, était très proche de Hollande puis de Macron. Est-ce que finalement, cette focalisation sur Vincent Bolloré qui soutiendrait Éric Zemmour, on n'est pas en train de passer un petit peu à côté de quelque chose? Là, c'est bon. Bonjour, merci d'être aussi nombreux. Grande question, il y a plusieurs choses effectivement. Donc on a eu tendance ces derniers mois à focaliser l'attention sur Vincent Bolloré, à la fois à juste titre, mais parfois avec certaines simplifications. Notamment, on a présenté Vincent Bolloré et ses intentions à l'égard du champ des médias comme uniquement idéologiques. Donc moi j'ai envie de dire qu'en réalité, tous les oligarques présents, les 90% propriétaires de presse ont tous la même idéologie, en réalité réactionnaire et capitaliste. Il ne faut pas se leurrer. Donc quand on est dans un champ politique de gauche et qui essaye de renverser le statu quo social, bien évidemment qu'on va se retrouver face à l'ensemble des propriétaires de presse qui n'ont pas un intérêt idéologique à développer certaines thèses et certaines critiques politiques ou sociales. Dans le cas de Bolloré et de l'oligarchie qui contrôle les médias, en réalité, il ne faut pas se focaliser sur les intentions, on va dire, personnelles et politiques des uns et des autres, parce qu'en fait, les différents grands propriétaires de médias défendent avant tout leurs intérêts économiques, patrimoniaux et stratégiques. C'est le cas de Bolloré d'ailleurs, parce que donc, effectivement, ces derniers mois, notamment suite à des fuites venant de l'Élysée au tout début, on a un peu présenté tout ça comme une revanche politique et sur le fait qu'effectivement Vincent Bolloré est catholique, mais ça on le savait déjà. Donc on a eu un peu tendance à présenter la bataille entre Bolloré et l'Élysée comme une bataille uniquement personnelle et idéologique. En réalité, moi ce que j'ai découvert notamment à travers mon dernier livre, L'Emprise, c'est que le point de départ de la bataille entre Bolloré et l'Élysée se situe en Afrique. Et tout à l'heure, on a évoqué l'affaire Collère. Donc, Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, plus proche collaborateur du président de la République, qui a des très forts liens familiaux avec l'armateur MSC. Et en fait, moi, tout ce que je raconte dans mon livre, dans la dernière enquête, c'est que justement, Bolloré s'est retrouvé en compétition, voire en bataille assez importante en Afrique face au groupe MSC, qui est un armateur. Il faut savoir que Bolloré donc, a une quinzaine de porte-containers, présents dans 46 pays en Afrique. Il gère également d'autres activités portuaires et logistiques en Afrique. Et donc, ça, c'est le point de départ. On en a eu l'épilogue, on va dire, au cours de l'automne, et surtout quelques jours avant Noël, parce que donc, on a appris que Vincent Bolloré avait décidé de céder ses activités logistiques africaines et portuaires au groupe MSC. Donc, on peut dire que c'est une fin relativement heureuse du point de vue du business, à la fois pour les intérêts de la famille d'Alexis Collère
mais également pour Vincent Bolloré, parce qu'il touchera vraisemblablement, si les négociations exclusives qui ont été entamées fin décembre, un gros chèque de 5,7 milliards d'euros pour ses activités africaines, ce qui représente à peu près le double des estimations qu'en ont fait les banquiers d'affaires sur la place de Paris. Et cette lecture-là a été finalement assez peu relayée dans les médias. Alors ça, je l'expliquerai peut-être sur un autre point, enfin, si on a une circulation de parole, je ne sais pas. Ça s'appelle, je pointe la neutralisation de l'information économique et de l'enquête économique dans la plupart des médias, qui est aussi une résultante, bien évidemment, de la propriété des médias par quelques grands oligarques. Donc pour revenir à l'histoire Bolloré et l'Élysée, effectivement, un autre épilogue qui arrive en ce moment, et c'est ce que je dévoile cette semaine, c'est que les vraies intentions de Bolloré, c'est de prendre le contrôle du groupe Dassault. Donc c'est encore plus problématique qu'on pourrait croire au premier abord. En fait, il veut à la fois assurer la pérennité de son groupe familial en l'adossant à des activités stratégiques totalement liées à l'État. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en fait, il rêve de faire ce qu'avait fait Jean-Luc Lagardère, c'est-à-dire à la fois un groupe de médias et d'édition et de distribution, c'est-à-dire un groupe Hachette, avec bien évidemment des activités d'armement, avec notamment la société Matra. Et donc là, on est vraiment au cœur d'une tradition très française qui a été effectivement rappelée sur le fait qu'en plus de la concentration des médias aux mains de quelques grands propriétaires en France, l'autre problématique, c'est que ces grands propriétaires sont en lien de diverses manières avec les plus hautes autorités de l'État sur différents marchés, activités industrielles, notamment en passant des commandes. Et ça, on a aussi un petit peu tendance à l'oublier. Et donc, pour revenir à l'histoire de Bolloré et d'Élysée, ça montre une chose, c'est qu'il ne faut pas réduire, donc encore une fois, les relations entre un si grand, important propriétaire de médias comme Bolloré, comme Xavier Niel, ou même Bernard Arnault, comme uniquement une manière de pousser tel cheval politique ou tel cheval politique. En fait, ils mettent leurs œufs à peu près ils mettent pas leurs œufs pas dans le même panier. Bolloré, on l'oublie, mais a quand même eu des liens politiques, que ce soit sur la droite républicaine ou la gauche, le Parti socialiste, pendant très longtemps. François Hollande, effectivement, en août 2016, se plaignait de Vincent Bolloré dans un ouvrage d'enquête de mes confrères Carmen Souli et je ne sais plus son nom, mais où François Hollande commençait à dire que Vincent Bolloré était un dangereux personnage parce que c'était un catholique intégriste. Bon, en fait, ça, il reprend l'analyse de l'un de ses plus proches, qui est, à l'époque, qui est Jean-Pierre Mignard, avocat de la place de Paris, et également catholique d'ailleurs. Et en fait, François Hollande, durant tout son quinquennat, et notamment sur la deuxième partie du quinquennat, a soutenu le groupe Bolloré, a soutenu Bolloré dans son investissement dans la sphère médiatique, et notamment dans sa prise de contrôle du groupe Vivendi et Canal+. En 2015, quand Bolloré prend effectivement le contrôle du groupe Canal+, totalement, et aussi de la chaîne d'information iTélé, on a peu entendu à l'époque les responsables socialistes s'émouvoir de cette prise de contrôle. Tout simplement parce qu'en réalité, les relations étaient excellentissimes entre Hollande et Bolloré à l'époque, alors que le début du quinquennat de François Hollande avait commencé par une histoire d'amour, là aussi peu décrite dans les médias, une histoire d'amour, j'allais dire, entre le groupe Bouygues et François Hollande. Aussi étrange que ça puisse paraître, c'est qu'en 2012, François Hollande a bénéficié d'une relative neutralité de la rédaction de TF1 pendant l'élection présidentielle, parce que, en fait, Martin Bouygues, pourtant très proche de Nicolas Sarkozy, tellement déçu par le quinquennat de Nicolas Sarkozy, avait décidé en gros de ne soutenir personne réellement activement dans l'élection 2012. Donc effectivement, et je pourrais expliciter les raisons pour lesquelles Martin Bouygues était déçu par le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais on en revient encore à des affaires de gros sous et d'intérêts économiques. Et donc, c'est souvent ces intérêts-là qui sont relativement peu analysés, y compris dans le débat public, parce que c'est toujours plus simple de simplifier à l'extrême, et d'oublier tout un pan de relations de pouvoir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'explique notamment parce que le champ de l'information économique est réduit à une portion qu'on voit aujourd'hui dans les médias français. Il y a un grand quotidien économique, Les Échos, aux mains de Bernard Arnault. Moi, je travaille là régulièrement depuis 2-3 ans pour La Tribune,
c'est devenu un tout petit journal économique d'une certaine manière. Les pages économiques sont réduites à des considérations microéconomiques et même pas de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de transversalité de l'information entre les considérations politiques et économiques, alors que, comme je vous le rappelle, comme on l'a rappelé, les considérations économiques et vis-à-vis de l'État et des pouvoirs politiques sont totalement imbriqués, notamment en France. Et donc il y a également ces éléments-là qui fait que on a souvent une analyse biaisée à contre-temps des évolutions de pouvoir. Ça peut avoir effectivement des effets totalement politiques dans le cours de la présidentielle, parce que bien évidemment, commencer une présidentielle avec on va dire un vrai antagonisme économique entre Bolloré et l'Élysée pourrait avoir des conséquences. Dès lors qu'on apprend que finalement ces deux pouvoirs se réconcilient, ça peut aussi avoir des conséquences. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire par la suite? Je vais finir sur un autre point et un dernier point. Au-delà de la question aujourd'hui des oligarques et de leur capacité à contrôler les médias, on est dans une situation politique où la presse est relativement apathique, notamment par rapport au pouvoir actuel. Ça ne s'explique pas uniquement par la propriété des médias, ça s'explique par la faiblesse structurelle des rédactions, on l'a rappelé, la faiblesse économique des rédactions, mais ça s'explique également par la faiblesse politique en réalité et des institutions politiques, des partis politiques traditionnels qui généralement avaient des relais de presse et d'opinion dans la plupart des rédactions traditionnelles de la place de Paris. Ce qui veut dire que comme il y a l'affaiblissement des deux grands partis institutionnels, le Parti socialiste d'un côté et les Républicains de l'autre, les relais de presse et d'opinion que ces deux partis avaient sur l'ensemble du champ médiatique se sont également affaiblis. La plupart, vous avez sûrement vu tous les démarchages et les ralliements à la candidature d'Emmanuel Macron, que ce soit du côté des anciens socialistes ou du côté de la droite, ça a un effet, parce que c'est des gens qui sont des réservoirs d'informations, c'est des gens qui sont en contact des activités économiques et également au contact des activités des hauts fonctionnaires de l'État, des coulisses. Ils ont des informations. Bien évidemment, si tous ces gens se retrouvent à rallier l'actuel président de la République, ça a un effet direct sur l'information, parce que finalement, on a un affaiblissement des scoops, des analyses, des fuites, des surprises, des scandales en réalité, et ça explique aussi beaucoup, au-delà même de la question de la concentration des médias, l'apathie générale de la presse. Il n'y a pas un grand complot derrière ça, il y a bien sûr des intérêts, mais il y a également des intérêts politiques là-dedans, et dans une plus ou moins grande importance de lien entre certains responsables politiques et certaines rédactions. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait aussi une transition avec la question que je vais poser à Salomé Saké, puisqu'on parlait d'initier sur le traitement médiatique ou le non-traitement, le faible traitement d'un certain nombre de questions, que ce soit les questions économiques ou aussi un certain nombre de scandales, etc. Salomé, toi tu as travaillé dans différents types de médias, des médias indépendants, comme Place, Mouvement Solaire, ou aussi des médias plus traditionnels, on va dire, par exemple France 24 par exemple. Et souvent, tu as toujours eu cette démarche d'être une journaliste engagée, d'essayer de promouvoir un certain nombre de points de vue sur un certain nombre de choses. Et parfois, ça a été compliqué, on va dire, de faire émerger des points de vue divergents par rapport à la machine médiatique qui se met un petit peu en place. Je pense notamment au moment des Gilets jaunes, où effectivement les Gilets jaunes ont été... le traitement médiatique de ce mouvement était quand même de manière générale très hostile de la part des médias, focus sur les violences qui effectivement ont existé, mais qui n'étaient quand même pas l'alpha et l'oméga de ce mouvement. Au contraire, les revendications qui étaient portées étaient moins traitées, etc. J'aimerais te poser la question suivante. En fait, finalement, comment est-ce qu'on peut expliquer ce traitement médiatique? Bien sûr, il y a le pouvoir des milliardaires, mais les milliardaires ne prennent pas le temps de relire ou de commenter chacun des sujets qui vont être publiés dans leurs médias. Comment ça se fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est de la censure pure et simple de certains propos? Est-ce que c'est de l'autocensure de la part de certains journalistes? Ou est-ce que aussi peut-être c'est pas une sorte de classe au sein même des rédactions entre par exemple de grands éditorialistes parfois millionnaires et puis des pigistes qui vont être beaucoup plus précaires?
comment est-ce que toi tu expliques un peu le traitement médiatique de certains enjeux, je pense notamment aux mouvements sociaux? Déjà, merci de m'avoir invité, merci d'être venu effectivement un samedi après-midi où il fait très beau, donc je suis ravie d'être là. Déjà, j'aimerais préciser que j'ai pas toujours été engagée, et je pense que ça c'est important parce que je suis arrivée dans les médias avec un parcours assez classique. Je suis arrivée à la télévision en me disant que j'allais faire, que j'espérais faire une carrière de journaliste à la télévision en traitant bien mes sujets. Et c'est justement parce qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes et parce qu'il y a eu ce traitement du mouvement des Gilets jaunes que j'ai commencé à me dire en étant à la télévision, c'est quand même bizarre la manière dont c'est traité, parce que moi ce que je vois sur le terrain n'a quand même rien à voir avec ce que je vois à la télévision, notamment même les télés pour lesquelles je travaille. Donc c'est ça qui a un peu créé cette ambivalence chez moi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ces questions, mais on revient toujours à la question qui a déjà été évoquée de la structure économique des médias. Et la plupart des journalistes ne sont pas millionnaires, il faut quand même avoir ça en tête. Et j'ai envie de dire que souvent ceux qui sont millionnaires, c'est peut-être des éditorialistes, c'est peut-être des hauts responsables, mais la plupart des journalistes que je connais sont très très loin d'être millionnaires. Ils sont issus de classes sociales qui sont favorisées, mais on n'est pas dans les 0,1% les plus riches de France. Et effectivement, il y a très peu de... J'ai jamais vu dans ma courte carrière, en tout cas, de millionnaires ou milliardaires appeler directement les journalistes pour dire attention, il faut mettre ça dans votre sujet. Ça se passe pas du tout de cette façon. Je pense qu'il y a déjà une forme d'autocensure qui peut subvenir parce que beaucoup de journalistes sont pigistes, beaucoup de journalistes sont précaires. Quand aujourd'hui vous êtes sur le marché de l'emploi en tant que jeune journaliste, je peux vous dire que bon courage, vous n'avez pas envie de vous y retrouver si vous avez un emploi. Donc voilà, de manière générale, les journalistes font quand même attention à ne pas contrarier leur direction, tout simplement des questions de survie. Je pense que c'est très clair pour tous les journalistes qui travaillent dans les médias, y compris les médias indépendants d'ailleurs, tous les médias, c'est quand même un statut qui est précaire. Et cette précarité, de manière générale, le problème de la structure économique des médias implique directement celui des choix des sujets sans arriver jusqu'aux mouvements sociaux. C'est déjà, si vous regardez, alors je vais beaucoup vous parler de la télévision parce que c'est ce que je connais plus, c'est là où j'ai travaillé. Est-ce que ça bute quand je perds mais en tout cas, c'est déjà, il faut comprendre que l'objectif principal dans un média, ce n'est pas de promouvoir une idéologie, c'est pas ça qu'on vous dit, c'est de faire de l'audience, particulièrement aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental à comprendre pour les choix notamment de sujets à la télévision, comment on va faire un journal, comment on va choisir quelle émission on met à quelle heure, c'est avant tout des sujets qui vont faire de l'audience. Et ça rend très compliqué le traitement de sujets économiques complexes, le traitement de l'écologie. Je pense que la plupart des journalistes ne sont pas climato-sceptiques, ne se disent pas que l'écologie n'est pas un enjeu. L'écologie ne vend pas. L'écologie ne suscite pas de score d'audience. C'est extrêmement clair, y compris nous dans les médias indépendants. Donc moi je travaille pour un média qui s'appelle Blast, qui se veut apporter une alternative justement à cette parole médiatique, et pourtant on le voit, dès qu'on fait des sujets d'écologie, on se force un peu à faire en se disant c'est hyper important, les scores sont ridicules, mais ridicules, à côté de ce qu'on va pouvoir faire si on parle de laïcité, si on parle de critiques un peu comment dire, simple du pouvoir, où on va critiquer Macron, là ça va faire de l'audience. Mais si on veut vous expliquer des mécanismes complexes d'économie, des mécanismes complexes qui concernent l'environnement, là tout de suite c'est plus compliqué. Alors imaginez, c'est compliqué dans des médias qui sont indépendants, qui sont autofinancés, imaginez ce que c'est à la télévision. Évidemment, on n'en fait pas une priorité, et même quand on essaie d'en faire une priorité, je ne sais pas si vous avez vu l'émission Sur le fond de Hugo Clément, qui est vraiment l'écologie grand public, où on se dit mais quand même, à l'heure de grande écoute, une émission sur l'écologie qui traite d'enjeux que j'estime quand même fondamentaux. Et en fait, ça n'a pas fait des audiences extraordinaires. Alors officiellement, c'est pas pour ça que ça s'est arrêté, mais en tout cas, ça s'est arrêté sur France 2, ça a été déplacé sur France 5 pour des questions, pour des questions d'audience. Donc là, encore une fois, quand vous êtes dépendant de votre audience, notamment sur les chaînes privées, mais y compris sur les chaînes publiques, c'est toujours la course à l'audience, ça joue beaucoup dans le choix des sujets. Et après, on arrive à la question du traitement des sujets et la manière dont sont traités les sujets qui, là, effectivement, sont influencés par plusieurs biais. Je pense qu'il y a déjà le biais géographique, qui est très important, notamment dans le traitement des mouvements sociaux, c'est-à-dire que la plupart des journalistes et des médias ne sont pas à Paris. D'ailleurs, on est en train de faire cette conférence à Paris. La plupart d'entre vous habitent sûrement à Paris. Et la concentration médiatique est vraiment énorme à Paris. Et donc, du coup, forcément, imaginez, il n'y a déjà pas beaucoup d'argent.
Et en plus, tout le monde est à Paris, donc on va se mettre naturellement à traiter plus l'actualité parisienne avec un point de vue parisien en plus. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour le mouvement des Gilets jaunes. Si vous allumiez les chaînes d'information en continu pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui a quand même duré des mois, à chaque fois, vous alliez tomber sur des images des Champs-Élysées, avec des manifestants qui balançaient des pavés, avec plus de manifestants d'ailleurs qui balançaient des pavés, souvent on avait plus montré ça, et puis éventuellement aussi un retour de la police, une violence policière n'a pas été beaucoup montrée, mais quand même on voyait ça, on voyait ces affrontements, on voyait cette violence, on voyait des vitrines cassées, on voyait des interviews de commerçants à Paris, sur les Champs-Élysées, dont la ville est ruinée à cause de ça, c'était toujours la même chose. Donc déjà il y avait un problème très géographique, et ensuite je pense qu'il y avait une question d'incompréhension. Et là, pour le coup, à une échelle beaucoup plus, qui n'est pas à l'échelle des milliardaires, hein, l'incompréhension de la part des journalistes qui sont pour la plupart issus de classes sociales favorisées. Et ça rejoint ce que je disais sur la structure économique, c'est que pour devenir journaliste, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, mais c'est compliqué de devenir journaliste, c'est compliqué surtout au début, et c'est compliqué de pouvoir se financer ses études, c'est compliqué de pouvoir faire ses stages qui sont souvent pas payés, de pouvoir rentrer dans les médias, d'avoir les contacts même parfois pour rentrer dans les médias, d'aller dans des écoles de journalisme qui sont pour beaucoup payantes. Tout ça fait que la classe sociale des journalistes est majoritairement une classe sociale favorisée. Et donc quand vous avez un mouvement populaire comme celui des Gilets jaunes qui fait irruption en plus là dans les rues parisiennes, forcément vous avez un regard qui est biaisé. Et là ça a été extrêmement clair dans ce mouvement. Et moi, pourquoi ça m'avait choqué à l'époque? Pas parce que j'avais une vision ou quoi que ce soit, hein. C'est simplement que moi je suis ardéchoise et qu'à l'époque j'avais. Non, mais on revient vraiment à cette question de géographie. C'est que j'avais juste des connaissances sur ce qui se passait en Ardèche à ce moment-là, et puis l'idée tout simplement que l'augmentation du prix du carburant pouvait être un drame. Et ça a juste. C'est ça qui m'a apporté, mais vraiment cette toute petite vision différente que n'ont pas beaucoup de journalistes qui sont pas. Ils sont dans le métro. Oui, qui sont dans le métro. Non, mais, et qui sont choqués aussi par cette violence. Et par cette violence qui était la seule qu'on pouvait voir, c'était sur les Champs-Élysées. Je veux dire, vous avez tous, si vous êtes à Paris, vous avez eu des problèmes pour vous déplacer à Paris à ce moment-là. Il fallait faire attention à ne pas aller aux endroits où il y avait les manifestations. Donc voilà, on avait cette vision-là. Et c'est celle qui a été majoritaire dans les médias à ce moment-là. Et puis, pour revenir toujours à la question de la manière de traiter, qui est liée encore une fois à la structure économique, c'est aussi qu'on a l'évolution des chaînes d'information continue. Je ne vous apprends rien, on en a parlé, c'est une nouvelle façon de faire de l'information qui se fait aussi au détriment de l'investigation. Et je pense que les deux journalistes autour de moi pourront en parler plus amplement. L'investigation, ça coûte cher. C'est pas rentable, c'est pas quelque chose en plus qui fait souvent de l'audience. Expliquer ça de manière avec la complexité que ça demande, voilà, on n'est pas du tout ça rentre pas dans la logique économique des médias. Et c'est ça qui fait qu'on a depuis des années eu une baisse assez importante de l'investigation, y compris dans des médias indépendants. Moi, je le vois aujourd'hui à Blast, c'est un média qu'on a créé il y a un an. On s'est dit on va faire de l'investigation, justement on est en opposition à ça, mais à un moment il faut bien manger. Il faut que votre média il fonctionne. Donc il faut produire un nombre de contenus assez important pour que les gens donnent. Et j'imagine que c'est des problématiques que rencontre aussi Offre Investigation avec qui on a fait un partenariat, justement pour s'entraîner un petit peu là-dedans. En tout cas, cette logique économique fait beaucoup de mal aux médias, fait beaucoup de mal au traitement de l'actualité, fait beaucoup de mal au choix des sujets. Et après, je pense qu'il y a enfin une dimension idéologique, là pour le coup, qui est présente, qu'on voit beaucoup plus chez les éditorialistes, qui, je le rappelle, ne sont pas les journalistes. Il faut vraiment quand même faire la différence entre Christophe Barbier sur BFM et les journalistes même qui sont sur le terrain avec leurs caméras, les JRI, mais même y compris sur BFM. C'est vraiment pas du tout le même travail. Et souvent, ils n'ont pas la même vision du monde. Et c'est terrible parce que ces éditorialistes font souvent beaucoup de bruit. Et on va avoir tendance à les assimiler au journalisme, alors que pour moi, on s'éloigne quand même de plus en plus d'un travail de journaliste. Et donc, il y a une dimension idéologique qui est très forte chez ces éditorialistes, notamment, mais aussi dans la manière générale de traiter les sujets sur l'économie. Il y a un biais néolibéral. Il y a un biais, c'est-à-dire que ce qui est neutre, c'est quand même, c'est-à-dire de traiter les choses d'une manière capitaliste. C'est pas c'est vraiment pas ça. C'est juste que si vous remettez en cause l'économie de marché, on va tout de suite vous dire oh là là, c'est bien engagé ton sujet. Alors que si vous ne la remettez pas en cause et que vous faites,
enfin, vous répétez un petit peu ce système-là, cette vision-là, qui est pourtant déjà un choix, on va considérer que c'est la neutralité. Donc voilà, c'est un peu, ça explique beaucoup de choses sur la manière dont sont traitées l'information. Et dernière chose, le meilleur exemple de ça pour moi, c'est le traitement toujours de la crise climatique, qui pour moi devrait être la priorité en fait. C'est quand même fou que ce ne soit pas la priorité des médias, alors que ça nous menace directement, alors que c'est lié à tous les problèmes qu'on peut connaître, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, ça va être lié au changement climatique, c'est déjà lié au changement climatique. Et encore une fois, là, on a un biais idéologique, c'est que là, cet hiver, vous avez remarqué, en fin janvier, il faisait très chaud, on était bien en terrasse à Paris, on a eu des sujets dans tous les JT sur ces Français qui étaient en terrasse, avec ces douceurs hivernales, c'est incroyable quand même, sans qu'on se fasse de parallèle avec le changement climatique. Et pour moi, le meilleur exemple, encore une fois, de ce biais idéologique qu'il y a, c'est qu'on considère encore quand même que le changement climatique n'est pas une menace majeure. Et vous avez remarqué là ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est-à-dire que c'est partout, tout le temps. Là, même nous, on s'est mis à parler que d'Ukraine. Tout le monde ne parle que d'Ukraine. Dans tous les médias, vous allumez n'importe quelle radio, n'importe quelle télé, je vous parie que vous tombez sur l'Ukraine. Pourquoi? Est-ce que c'est par compassion avec ce que subissent les Ukrainiens? Je ne suis pas du tout sûre. Parce que la guerre dans le Donbass faisait rage depuis des années, ça ne nous étonnait pas spécialement ces dernières années. Non, là, ce qui se passe, c'est qu'on se sent menacé. C'est que ce que Poutine est en train de faire nous menace directement. Et on est tous en train de se demander s'il est sérieux avec cette histoire de menace nucléaire. Et c'est ça qui fait que ça devient une priorité. Et visiblement, je pense que l'idéologie néolibérale nous a empêchés, collectivement, médiatiquement, de prendre conscience du fait que le changement climatique, c'était aussi une menace immédiate. Et si on traitait les questions de la menace climatique de la même façon qu'on traite l'Ukraine, ben, ce serait peut-être plus... comment dire, moi je trouverais ça aurait plus de sens. Mais en tout cas, on voit bien quand même la force de ces biais idéologiques. C'est très très clair aujourd'hui. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que sinon je vais parler pendant 2 heures. On va passer aux heures. Vers Jean-Baptiste Rivoire. Merci à vous, Salomé, pour ces explications. Là, on a déjà brossé un bon portrait de la concentration des médias, de ses effets sur la production de l'information, etc. Vous êtes plutôt spécialisé dans le domaine de l'investigation, et comme Salomé le rappelait, ce n'est pas forcément les sujets qui font le plus d'audience, qui sont un peu parfois sacrifiés. Pourtant, on pourrait se dire que ceux à qui reviendrait ce rôle de pouvoir, par exemple, l'investigation, les questions de traitement économique, etc., ça pourrait être le rôle du service public, qui finalement, lui, n'est pas possédé par des milliardaires. Pourtant, on voit souvent un certain nombre de ce qu'on appelle, entre guillemets, des chiens de garde, parfois sur le service public, pas forcément donner de nom, mais je pense qu'on a tous des idées. On voit aussi en parallèle que la question de la redevance télé est parfois remise sur la table. Alors, souvent parce qu'on dit c'est un impôt inutile, on aimerait bien le supprimer, mais aussi parfois parce qu'il y a des personnes qui estiment que leur redevance sert à financer un traitement médiatique qui ne juge pas à la hauteur, on va dire. Et vous avez fait quand même une proposition récemment, je crois que c'était au détour d'une interview, je cite que l'État libère une partie de la redevance télé pour permettre aux citoyens qui le souhaitent d'en affecter 10% aux médias dépendant de leur choix. Donc j'aimerais savoir un petit peu, vous, est-ce que vous pourriez détailler cette idée, et puis plus généralement vos préconisations en ce qui concerne le secteur public qu'on n'a pas vraiment abordé jusqu'à présent. Ouais. Bonjour, merci à nous à tous de la présence, je vais essayer de faire court. Pour revenir d'un mot sur ce qui sous-tend un peu les interventions d'avant, entre notre métier et le pouvoir, je pense qu'en fait notre métier, si on le fait vraiment, on dérange forcément l'ordre établi. Forcément. Parce que quand on apporte des nouvelles informations, ça bouleverse les conceptions qu'on peut avoir du fonctionnement de la société, donc ça oblige à se mettre en question. Et donc je pense que par nature, on bouleverse les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques. Donc c'est pas hyper étonnant, au fond, tous ces gens qui sont installés au-dessus du système et qui en profitent n'ont pas tellement envie d'avoir des gens qui viennent les chatouiller et leur expliquer qu'il y a des choses qui doivent changer. Et donc qu'au fond, il y a une coproduction entre les politiques et les pouvoirs économiques pour contrôler l'information, c'est pas tellement étonnant, c'est grave, et voilà. Alors, un petit mot sur la concentration, c'est pas nouveau, et en même temps ça s'est aggravé. C'est vrai que c'est pas nouveau, mais ça s'est aggravé à mon avis, et je vais vous dire pourquoi. Alors c'est pas nouveau, il y a une citation d'Hersan que j'aime bien, Robert Hersan, un des premiers oligarques français connus, qui contrôlait une grande partie de la classe française il y a quelques années,
qui était assez à droite, je pense qu'elle n'était pas très loin de la collaboration. Il disait un truc, alors je ne sais pas si je peux vous dire, c'est un peu vulgaire, mais je vais vous dire quand même. Il disait, quand je prends le contrôle d'un journal, le premier jour, je demande aux journalistes où sont les toilettes. Le deuxième jour, je vais pisser sans leur demander. Et le troisième jour, je leur pisse dessus. Voilà. Alors, en fait, je trouve que ça résume assez bien l'histoire. Je pense que quand on se rend en main de gens comme ça, je suis assez d'accord avec Marc, c'est pas tellement un problème qui s'appelle Vincent, Randel, Bernard ou autrement. De toute façon, c'est un problème structurel. Donc déjà, il faut qu'on essaie de ne pas se faire pisser dessus, parce que sinon la population va plus croire en nous, et c'est normal qu'elle ne croit plus en nous si on se laisse faire. Ensuite, sur ça, c'est aggravé, il y a quand même un phénomène important qui s'est passé, c'est que avant 2015, je parle notamment de la télé, un peu comme ça, avant 2015, vous aviez quand même un service public où il y avait historiquement France 3, France 2, France 5. Alors certes, il y avait un peu la même direction, mais chaque chaîne avait son patron, éventuellement un peu sa ligne éditoriale. Et moi, je me souviens pendant des années, depuis l'agence Capa ou quoi, vous faisiez toc-toc à la télé pour placer un documentaire un peu critique. En général, on vous disait non, mais si on vous disait non, vous pouvez dire oui, mais je vais aller voir ton concurrent, y compris dans le service public, il y avait plusieurs chaînes. Et puis il y avait Canal qui était petit, mais qui challengeait un peu le service public. C'était pas anodin, parce que dans le milieu des journalistes d'investigation, moi j'avais même comme à France Télé, quand on trouvait qu'ils s'endormaient un petit peu, on faisait des trucs pour faire chier les politiques, alors après ils se réveillaient, puis après ils se réveillaient, c'était pas idiot quoi. Et puis il y a l'Arte qui est un peu spécial. À partir du moment où Bolloré étouffe l'investigation à Canal en 2015, c'est très important sur l'ensemble du système, parce que Hermod se retrouve en position de monopole. Et ça, c'est jamais très bon, mais je me souviens de cette époque-là, je me suis dit, oula, ça va être chaud pour les têtes de France 2 et compagnie. En fait, ça n'a pas raté. Parce qu'on parle souvent de la fusion de TF1-M6, je suis pas sûr que ça va bouleverser fondamentalement le documentaire d'investigation politique et économique en France, parce que vous en avez quand même assez peu. En revanche, France Télé est dans une position de très grand pouvoir à partir de 2015, puisqu'en fait, en gros, ils ont 90% des débouchés, puisque les privés n'en font quasiment plus. Et en 2019, Hermod a fait quelque chose de déterminant, c'est qu'elle crée un guichet unique pour toute l'offre documentaire qui arrive dans l'ensemble de l'audiovisuel public, en disant, si vous avez un projet, c'est pas compliqué, il faut venir au guichet qui est là. Et au guichet qui est là, il y a Catherine. Alors, et donc c'est une dame qui est nommée là et qui a les clés du guichet. Alors elle reçoit des milliers et des milliers de projets par an, parce que tout le monde est obligé de proposer là, à part Arte. Et elle ne peut pas les lire, les projets, donc elle ne les lit pas, elle ne rencontre pas les auteurs, et donc ces chargés de programme lui font des fiches, et elle tranche sur des fiches, sauf quand c'est un sujet un peu sensible. Alors récemment, par exemple, il y a une boîte de prod, c'est le Bangoumi, qui a posé un projet sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, et donc là, France Télé a dit ça peut être intéressant, Bangoumi, bon, alors on est OK. Et puis ils ont produit donc un premier 52 minutes où on parlait un peu d'Emmanuel Macron de façon un tout petit peu distanciée, pas trop, mais un petit peu quand même. Et là, tout d'un coup, Catherine Alvarez, qui a 5000 projets à gérer par an, qui ne peut pas les lire, était en gestion directe du projet. Et là, quand même, il fallait quand même être là, et donc elle gère directement le projet, et elle voit un premier 52, il devait y en avoir 3, et elle dit non, mais en fait, ça ne va pas du tout. Donc là, il faut quand même remonter entièrement, et même repartir en tournage, parce qu'elle manque des trucs. Et bon, je vous la fais court, et 2,52 derrière. À la fin, le mot Macron a même plus dans le titre du projet documentaire, qui est passé sur France 5 il y a un mois. Ça s'appelle 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on a vécu des trucs fous tous ensemble, souvenez-vous. Des incendies, alors la partie du milieu du projet s'appelle les incendies, alors on se dit, ah super, on va parler des gilets jaunes. Et là, c'est les gilets jaunes et Notre-Dame. Alors on se dit, tiens, quel est le rapport? C'est les flammes. On vous dit, éditorialement, je pense que le truc est un peu tordu par la dame quand même. Je crois que les auteurs d'ailleurs ne voulaient plus signer leur doc, mais ça personne ne le fait parce que si par hasard ils le disent, demain ils ne bossent plus. C'est un peu comme ça maintenant en France. Et donc la partie du milieu, les incendies. Alors j'attendais comme la partie gilet jaune. Alors ça a été fait par un caméraman qui fait de la pub d'habitude, donc ils ont mis un sosie de Macron devant une immense horloge, donc on filme l'homme des horloges. Et puis t'attends les gilets jaunes, tu dis là je vais quand même avoir un peu de journalisme. Et là, enfin une dame qui est même crevée. Je me dis moi c'est bien, il y a quand même beaucoup de débordements en France, il y en a une, elle est assise, elle part 3 minutes. Et puis après c'est Christophe Castaner. Il dit quand même qu'ils étaient quand même très méchants. Et d'une façon générale, en fait, les gens qui portent un regard distancié et critique sur le quinquennat de Macron, et c'est pas une blague, hein, c'est le Premier ministre d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, la chargée de communication d'Emmanuel Macron, Sylvette Ndiaye, et Jean-Marc Dumontel, chargé de communication de l'Élysée. Il y a une phrase à Mélenchon et une phrase à Marine, pour qu'on puisse pas dire que c'est un film de propagande macroniste, mais en vrai, c'est ça, quoi. C'est ça, ça coûte 400 à 500 000 euros, c'est payé par notre redevance. Bon. Pour donner un exemple. Donc, c'est devenu grave. Et le fait que le public fasse ça, c'est-à-dire de manière très insidieuse, refuse de plus en plus systématiquement et secrètement tout ce qui pourrait en gros déranger l'ordre établi,
et sans jamais le dire, et que tous les collègues qui font du documentaire en France ne peuvent pas ouvrir leur bouche parce que le premier qui parle, il dégage, c'est aussi simple que ça. C'est un monopole, donc c'est effrayant. Et donc ça va pas, évidemment. Et personne ne peut le dire, on est fait mieux. Le syndicat des réalisateurs récemment, la Garde, a publié un sondage qui disait que 60% de ces 350 réalisateurs disaient qu'ils s'auto-censuraient. C'est-à-dire qu'on en arrive à tel point que Herlotte peut pérorer partout en disant attendez, moi je ne censure rien. Ben oui, en fait, les gens ne nous envoient même plus les projets, parce qu'ils savent que ça ne passera pas. Donc bon, quand on voit que ça marche un peu comme ça, moi en sortant de Canal, je me suis dit bon bah, on va s'amuser à essayer de mettre ça en évidence. On a fait un projet, ça s'appelle Emmanuel, un homme d'affaires réalisé, une série de documentaires d'investigation sur Emmanuel. Puis on s'est dit, oh non, on n'est pas du tout complétiste, on va envoyer absolument à tout le monde pour voir quoi. Donc voilà, donc M6 nous a dit, alors on ne fera pas de politique sauf avec Karine Le Marchand. TF1, c'était, on a déjà un projet, bon, certes un peu différent. Alors, je pense que c'est une interview que j'ai fait de Macron il y a quelques mois avec deux journalistes qui étaient. Il y a quelques images quand même pour rappeler un peu le quinquennat. Arte nous a dit, voilà, ça ne va pas intéresser nos téléspectateurs d'Outre-Rhin. En fait, il y a 6 mois, ils ont fait un truc sur Macron, mais plus cool. Quoi. Voilà, enfin là, c'est tout comme ça. Et France Télé nous a dit, donc on a déjà 3,52, on n'en fera surtout pas d'autres, et c'était le truc qui est passé sur France 5. Et donc on s'est amusé à ajouter en fait, les réponses des chaînes, juste histoire de mettre un peu un coup de pied dans la fourrière et poser la question du financement de l'info. Et on a fait un financement participatif sur KissKissBankBank, et on a levé 230 000 €, et on a financé le 3 officiel de notre série. Et pour vous donner un petit exemple de là où on marche sur la tête, c'est que j'arrête contre le projet des confrères qui s'appelle 5 ans sur France 5, mais donc encore une fois, ça coûte 500 000 balles d'argent qui vient de notre poche. Ça fait 2,5% de part de marché un dimanche à 21h sur France 5, ça veut dire 582 000 téléspectateurs. Je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas venus, ou alors ils sont venus, ils sont partis. Bon. Et nous, avec 3 bouts de ficelle, on a appelé au peuple, et on fait un truc qui s'appelle l'affaire Colère, le scandale de finance Macron, que nos confrères de Blast nous font l'habilité de diffuser en partenariat, parce qu'ils ont une communauté importante. Et on en est à 1 850 000 vues, et ça a coûté 35 000 €, et 400 000 €. C'est pour dire qu'à un moment donné, moi je dis pas qu'il faut péter le service public, mais il faut quand même qu'il évolue et qu'il se remette en question, parce que sinon, il y a un vrai problème. C'est quand même beaucoup d'argent. Et donc effectivement, à la fin du bouquin, je l'ai dit très timidement, parce que je ne peux pas embêter mes copains de France Télé, mais c'est vrai que si on pouvait imaginer qu'une petite partie de la redevance, pour ceux qui veulent, dans un premier temps 10%, pour pas trop déstabiliser le service public, on est le droit, nous, citoyens, d'affecter un média indépendant. Je veux dire, demain, on bouleverse le système. Parce que pour être clair, moi, je ne crois pas beaucoup que Macron et les milliardaires vont gentiment devenir démocrates demain. Je ne suis pas sûr. Hein. Et donc, à mon avis, par contre, il y a un signe d'espoir, c'est qu'en fait, on vote avec notre portefeuille à dos, et que si demain on arrête de mettre des pièces dans ce jukebox et qu'on finance des médias indépendants, enfin, toutes les levées de fonds pour les médias indépendants cartonnent depuis 5 ans, c'est quand même pas pour rien. Moi, je pense que franchement, si ces journaux des milliardaires ne sont plus lus, ils n'existent plus. Hein, parce que ces gens-là achètent des marques d'information crédibles, qui ont construit une crédibilité par des confrères qui ont bossé pendant des dizaines d'années, ils en profitent, ils l'instrumentalisent, ils l'utilisent pour faire leur business, et puis une fois que les médias sont complètement discrédités, ils n'ont plus d'autre choix qu'à faire toc-toc chez Blast ou Mediapart, parce que, en fait, notre valeur, nous, c'est la crédibilité. Donc, nous, on crée de la crédibilité, et eux, la vie. Je vous donne un dernier exemple. Quand vous voulez reprendre contre le canal, il voulait signer des contrats avec un ami qui dirigeait le Togo. Un ami moyennement démocrate. Et donc un jour, on fait un sujet pour montrer que depuis 6 mois, il y a des manifestants au Togo et que le mec il tire sur la foule. Et je veux dire, tous les médias mondiaux l'avaient raconté, hein, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais c'était encore trop pour Vincent. Donc on ne rediffuse pas ce sujet. Un mois plus tard, il y a une dame, elle a fait une bêtise dans la chaîne, elle a appuyé sur un bouton sans faire exprès, elle a rediffusé le truc, il manquait juste qu'il y avait des manifestants au Togo. Donc il a viré la dame. Et le patron de Canal a fait, d'un coup. Et puis, comme ça ne suffisait pas de calmer son ami, le démocrate de Togo, il a fait réaliser un public reportage sur le démocrate, sur le dirigeant togolais. Il a diffusé clandestinement sur les antennes de Canal à 7h du matin en espérant que ça ne se verrait pas. Heureusement, nos copains des jours, médias indépendants, comme par hasard, ont chopé la vidéo, ont raconté l'histoire. Et du coup, on avait une pièce pour saisir un peu le CSA. Alors, c'est ça, moi, c'est souvent le Conseil supérieur de l'assouplissement, parce que on l'a saisi par lettre recommandée. Et donc le CSA saisit au bout de 6 mois avec toutes les preuves, parce qu'eux ils n'osent pas informer. Et par contre, tu leur amènes tous les éléments pour prouver 15 fois qu'il a fait ça. Là, au bout de 7 mois, ils ont dit non, c'est quand même pas bien, il faut lire un petit communiqué à l'antenne. Donc en fait, ils s'en foutent complètement. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc en appel aux institutions qui vont réguler le système, mais enfin quand même, il y a des lois et tout, je crois qu'il faut juste arrêter l'illusion.
C'est un village Potemkin en fait. Ces personnes ne respectent ces lois, ils s'en moquent totalement, et nous on a le nom en pouvoir, c'est juste de financer les médias indépendants, quoi. Et de fermer la porte pour pas faire un action arrière. Je veux juste ajouter une toute petite phrase par rapport à ce que tu viens de dire sur justement ce documentaire document d'investigation qui est paru sur Blast, justement, c'est un documentaire, je ne sais pas si on peut dire. L'affaire Colère. Ouais, l'affaire Colère. C'est le premier épisode de la série. Ouais. Voilà, le premier épisode de la série, qui effectivement n'a pas été diffusé sur France 5, qui a fait des audiences incroyables. Et c'est juste pour nuancer ce que je disais sur le manque d'intérêt pour l'investigation. L'investigation, surtout quand elle touche le pouvoir directement, parce que là ça touche le président de la République, suscite un grand intérêt, et c'est fou, l'engouement, même nous à Blast on a été étonnés, non pas qu'on doutait de la qualité de votre travail, mais là c'est vrai que c'était incroyable, l'engouement qu'il y avait dans les commentaires, ça a fait quasiment 2 millions de vues, et les gens sont dithyrambiques, et ils disent juste mais merci, juste de nous apporter une dimension critique, et peut-être que effectivement la télé ne se tuerait pas elle-même si elle s'autorisait à diffuser ce type de documentaire, et qu'elle pourrait justement remonter ses audiences, et pour ça il faut lutter contre toute cette concentration. Et pour rebondir sur ton rebondir en instant. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai que ça prend du temps, c'est cher. En revanche, que ça n'intéresse pas les gens, je nuancerais, parce qu'en fait, il y a un autre exemple, Tristan Walex récemment a fait Michel Marchand dans Complément d'enquête, donc quand même cette femme sulfureuse au cœur du pouvoir machin, il a fait le carton Islam depuis 11 ans, meilleur score. Donc en fait, l'investigation peut intéresser les gens, Cash vient de cartonner sur les états avec 3 millions, etc. Après, c'est vrai que ça coûte cher. Après, 2 chiffres, un cash d'investigation, c'est 400 000 €. Nous, on a fait beaucoup moins bien, on a beaucoup moins de temps et tout, on a fait des épisodes à 35 000 balles, 40 000 balles. Quoi. Donc c'est pas non plus impossible. Quoi. Merci à tous. Je voudrais aussi m'adresser à Laetitia Risque. Là, on a parlé beaucoup de la presse et puis de la télé. Un domaine dont on parle finalement très peu, c'est le domaine de l'édition, et pourtant il est important. Pour 2 raisons. D'abord, il y a les mêmes problèmes de concentration qui sont observables dans ce domaine-là. Je pense à quelques grands groupes, Hachette, Gallimard, Editis, Actes Sud, Albin Michel, d'autres. Et ces maisons d'édition, deuxième chose, ont aussi un rôle important finalement dans le débat public. D'abord parce qu'effectivement, les livres peuvent nourrir les esprits, etc. Mais aussi parce que les livres permettent d'être invités sur des plateaux de télévision ou dans la presse. Et donc, ça joue un rôle déterminant aussi dans l'agenda médiatique. Je voudrais donc te demander, finalement, à quel point est-ce que les maisons d'édition contribuent à façonner l'agenda médiatique et puis le traitement médiatique que l'on a, quels sont les sujets qui sont par exemple un peu occultés et les autres qui sont plutôt mis en avant, et puis comment est-ce que ce champ de bataille s'organise aujourd'hui avec notamment des maisons d'édition indépendantes. Alors, merci Olivia, effectivement, et moi aussi je finis par vous remercier au nom de la rédaction et de tous nos invités d'être là aujourd'hui. C'est vrai que ça peut vous paraître un peu curieux d'aborder la question de l'édition, mais en réalité, tu l'as un peu, Olivia, elle est assez essentielle en fait, et elle a été assez largement oubliée de la critique des médias pour des raisons assez simples. En fait, personne n'imagine qu'il y a un éditeur qui fait autre chose que vous voyez relire un manuscrit et l'imprimer, alors qu'en fait ça implique beaucoup plus de jeux de pouvoir, beaucoup plus de rivalité comme on le croit. Et si ce sujet nous tient à cœur aussi, c'est parce qu'on a porté cette journée avec cette formule qu'on entend parfois, la pluralité ne fait pas le pluralisme, qui s'applique dans le média, mais qui s'applique aussi au domaine de l'édition, puisque en fait vous pouvez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de livres, on peut avoir le sentiment qu'il y a de l'opposition, qu'il y a plein de projets différents, mais néanmoins, vous voyez, c'est toujours envoyé dans l'espace médiatique comme la voix discordante. Vous avez écrit un livre qui dit que, ah oui, vous représentez la voix de... Vous voyez, vous occupez tout le temps en fait, cette espèce de posture alternative, mais qui sert la machine médiatique et qui finalement est parfois neutralisée dans les médias, même quand vous écrivez des livres offensifs ou des livres intéressants. Et finalement, cette espèce d'opposition de passage, elle s'explique aussi par le fait, par les mêmes logiques de concentration. On a effectivement l'édition, si on s'amuse à faire la carte des médias qui possèdent quoi et la transposer à l'édition, à peu de choses près, c'est la même en fait. Et donc du coup, vous voyez bien les questions que ça pose, puisque finalement, la machine entretient la machine. Vous publiez dans une maison d'édition,
et puis vous êtes reçu dans un autre média, mais en fait ce média appartient à la même personne que votre maison d'édition, et donc vous pouvez comme ça entretenir l'actualité pendant des semaines, sous couvert de livres d'enquête, sous couvert de livres intéressants, mais vous voyez qui finalement, comme je vous le disais, on débat, mais au fond, on ne dérange jamais. Et tout à l'heure, on abordait la question de qu'est-ce que c'est qui dérange, qu'est-ce qui fait bouger un ordre en place. Eh bien, vous savez qu'il y a certains grands textes qui font parfois bouger les choses et qui font qu'une époque se pense différemment. Et pour que ces textes adviennent, il faut qu'il y ait des éditeurs, et il faut qu'il y ait des éditeurs qui puissent faire un pari sur ce texte-là. Et je vous assure qu'il y a de grandes chances qu'un texte qui dérange, au début, il ne fasse pas beaucoup de ventes, il ne fasse pas de l'audience, mais parfois il soit assez confidentiel, et donc ça explique le rôle d'autant plus important des maisons d'édition. Et là, récemment, dans l'actualité, vous en avez peut-être entendu parler, puisqu'effectivement, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que ces affaires Bolloré auront rappelé que l'édition, ça existe. Le milieu s'inquiète beaucoup de Editis Hachette, qui, si en fait la réunion pouvait se produire, c'est un groupe de presse et d'édition qui a plus de la moitié des parts du marché et qui, en fait, finalement, même pour l'autorité de la concurrence, les choses ne sont pas encore validées, ça pose d'énormes problèmes. Ça donnerait par exemple des chiffres assez monstrueux comme le même propriétaire pour 70% des manuels scolaires, 50% des livres de poche. Vous imaginez quand même à quel point c'est assez vertigineux. Et donc voilà, cette question, elle est quand même encore réapparue sur la scène médiatique ces derniers temps. Et autre ironie quand même de l'histoire dont je voulais vous faire part, peut-être que vous vous souvenez que la dernière actualité éditoriale dont vous avez entendu parler, c'était les fameux scandales de Éric Zemmour, n'est plus chez Albin Michel. Donc à nouveau, vous voyez qu'on retrouve les mêmes grands protagonistes, même quand il s'agit d'édition. Et donc effectivement, on a rejoué dans le débat finalement, la maison historique d'Éric Zemmour ne veut plus l'éditer, c'est un scandale, il n'y a plus de liberté d'expression. Et puis finalement, vous voyez, on a remis une pièce dans la machine. Et donc finalement, sur cette question de comment l'agenda médiatique et les maisons d'édition travaillent ensemble, vous voyez, elles travaillent très sérieusement ensemble, mais pour nourrir la même machine. Et donc face à ce constat finalement que nous on a fait aussi en tant que médias indépendants, on s'est dit qu'il y avait un vrai travail à faire sur la question justement de l'édition, et on a lancé une série qui s'appelle l'Atelier des idées. Donc au début, les copains de la rédaction pourront vous dire, quand on leur a proposé ce sujet, ils m'ont dit t'es sûr, ça va intéresser personne, franchement, ils me dire des entretiens avec des éditeurs, je ne vois pas très bien ce qu'on peut y gagner, mais vu que comme je vous l'ai dit, on a l'avantage d'avoir un média qui peut parier sur des propositions qui n'ont pas l'air sexy à la base, puisqu'on n'a pas d'impératif ni de rentabilité, ni de quoi que ce soit, eh bien on s'est dit bon allez banco, et en fait j'ai contacté les éditeurs et je me suis retrouvée avec des gens très enthousiastes qui me disaient ah bah oui, pour la première fois on s'intéresse à nous, effectivement il y a un vrai enjeu à parler d'édition indépendante, il y a un même enjeu que pour les médias, à savoir construire des réseaux alternatifs, ne pas passer par les mêmes groupes de diffusion, avoir nos espaces de parole, et finalement du coup cette série s'est lancée, pour l'instant il y a 4 entretiens dont je vous dirai un mot après, et puis le but était aussi, vous voyez, de faire entendre au public que finalement cette question de l'édition elle est importante, et là où vous achetez vos livres, à qui vous achetez vos livres, à qui vous transmettez les idées que vous lisez, c'est aussi important finalement, vous voyez, que de savoir d'où viennent vos tomates ou vos bananes. Aujourd'hui on fait un peu plus, mais je pense que peu d'entre vous ont envie de se demander, mais tiens, d'où viennent mes livres, qui les publie, comment ils sont édités, alors qu'en fait ça a une importance. Là, quand vous êtes venus tout à l'heure, il y avait une librairie partenaire, et donc vous avez tous peut-être avec intérêt feuilleté les différents ouvrages, mais vous voyez, il y a bien une fabrication, une production derrière tout ça, et c'est ça qu'on a cherché à mettre en valeur, et puis c'est aussi une manière d'alerter sur disons, les engagements éditoriaux en coup de façade. Vous avez par exemple très récemment la collection Tract de Gallimard qui a fait beaucoup de succès, je suis sûre que vous voyez tous à quoi ça ressemble, c'est des petits livres qui se lisent très rapidement. En soi, c'est très bien parce que ça nourrit le débat public, ça effectivement ça permet de porter des sujets importants, mais vous voyez Tract, c'est le nom quand même historique de l'engagement militant, et puis finalement Tract c'est chez Gallimard, Gallimard c'est Madrigal, et Madrigal c'est quand même une grosse société, et donc finalement vous avez ce truc assez paradoxal de vous avez une sorte de marché de la radicalité qui s'est créé, et vous avez cette espèce de de deal un peu bancal pour des auteurs qui ont des voix discordantes à apporter au débat, mais qui finalement on va négocier avec peu de maisons d'édition, se retrouvent à certes transmettre leurs idées, mais leurs idées finissent par revaloriser la valeur symbolique des grosses boîtes qui les possèdent, et donc ça c'est une vraie question pour nous aujourd'hui. Et vous voyez, autre exemple assez révélateur, les éditions de Minuit,
qui sont, vous avez peut-être croisé aussi ces livres, couverture un peu blanche, un peu mystérieuse, qui sont souvent très intello. Mais en fait, les éditions Minuit, c'est fondé pendant la Résistance, c'est une maison qui s'est dit clandestine, qui se revendique du refus, qui s'appelle Édition Souterraine, Édition des Catacombes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, bon, pour plein de raisons économiques, Minuit a été racheté par Manégal. C'est pas un scandale absolu, mais ça dit quelque chose de cette trajectoire de finalement concentration qui petit à petit, les médias, l'édition, tout rentre dedans et on se retrouve finalement avec peau de chagrin pour tenir nos discussions et surtout tenir une discussion sans qu'elles servent à d'autres et qu'elles servent à leur intérêt. Et donc, oui, peut-être pour aussi sur à quel point les choses contribuent à façonner l'agenda médiatique. Donc, je vous ai dit sur le mauvais côté, à savoir que la machine entretient la machine, mais il y a aussi un bon côté. Et c'est peut-être celui-là dont on peut parler aujourd'hui, à savoir que finalement, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, et c'est aussi l'occasion d'en parler, de proposer, si parmi vous il y a des amis d'éditeurs ou de journalistes, je ne sais pas, de reconstruire des partenariats entre des médias indépendants et des maisons d'édition indépendantes, justement pour que finalement, vous voyez, lorsque un auteur a envie de publier quelque part, il n'est pas à choisir entre la liste, je ne sais pas, longue comme le bras attaché de presse de telle grosse maison d'édition, mais qu'en fait, il y a tout un réseau qui puisse faire connaître son travail. Et effectivement, on se rend compte que quand je discute avec les éditeurs de petites maisons, par exemple Thierry Discepolo des éditions Agone, qui ont fait un travail incroyable à la fois de publication de critique des médias et à la fois de promotion d'idées nouvelles, ils me disent, bah oui, en fait, quand on fait des paris sur des bons livres, sur des auteurs qui ne sont pas connus, mais dont on sait qu'ils ont une vraie valeur critique, et ben ça peut marcher indépendamment des impératifs d'audience. Et vous voyez que tout à l'heure, on disait il faut que ça fasse de l'audience, il faut que ça ne dérange pas. Ben, la logique de l'édition indépendante, c'est pas ce que tout l'inverse. Moins il y a d'audience, plus ça va marcher. Vous voyez, c'est un peu curieux, mais c'est à ce moment-là où quelque chose, justement, vient faire un peu déraper la machine, et où finalement on entend des idées, vous voyez, qui paraissent juste un peu moins édulcorées dans le débat public. Et autre élément essentiel de cette histoire de l'édition, puisqu'on a beaucoup parlé de la concentration, des questions économiques, d'une forme de censure dans la rédaction, vous savez que l'enjeu aussi des discussions qu'on a aujourd'hui, c'est au fond quelles nouvelles idées, quelle vision du monde on a parlé du libéralisme tout à l'heure, et quel contre-projet on a à offrir. Et évidemment, avant même d'être une question de syndicat ou de parti politique, c'est aussi une question d'idées. Vous voyez, la série s'appelle l'Atelier des idées, et ça va bien quelque part. Et si on prend l'histoire de la pensée, vous avez en fait une offensive très claire où le moment du néolibéralisme, tel qu'il se forme intellectuellement, ça commence dans les années 30 avec des cercles très restreints, avec des lieux de publication, avec des lieux de diffusion, avec des élites, et qui sont finalement très minoritaires. L'offensive de la nouvelle droite, c'est pareil. Aujourd'hui, on a les échos de attention, grande vague réactionnaire, mais ça fait 30 ans qu'il y a des livres qui sont édités, qui passent par des canaux différents, qui sont relayés par des blogs. Et donc vous voyez qu'il y a une espèce de contretemps aussi du monde éditorial qui est à la fois en retard et en avance sur ce qu'il se joue, et dont l'intérêt aujourd'hui de savoir ce qui s'y passe, d'essayer de soutenir un peu cette question-là. Et pour répondre à ton autre question, William, c'est à savoir finalement comment est-ce qu'on fait quand on est des maisons d'édition indépendantes pour peser dans ce champ-là, puisqu'effectivement on s'oppose quand même à des grands géants. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a encore un terrain assez favorable pour plein de raisons différentes, mais notamment aussi les politiques culturelles ont permis quand même de préserver un peu le secteur du livre. Mais ce qui est intéressant, en fait, et ce dont je me suis rendu compte en lisant la série, alors qu'à la base, moi non plus, je n'avais pas spécialement de connaissances élargies sur la question de l'édition, c'est qu'en fait, les stratégies qui sont employées par des petites maisons d'édition pour faire face aux grandes ressemblent pas mal à des stratégies politiques au sens un peu fort du terme, puisque vous avez effectivement l'obligation de mener une sorte de guerre asymétrique. Vous ne pouvez pas miser sur le marketing, vous ne pouvez pas miser sur vos gros chiffres de vente, vous ne pouvez pas miser sur la une du monde, vous pouvez miser sur rien de ce qui fait, disons, le pouvoir des autres maisons d'édition, et donc vous avez des stratégies différentes. Et pour vous donner peut-être 4 exemples qui me semblent assez parlants, j'ai pour l'instant rencontré 4 maisons d'édition, donc les éditions Amsterdam, les éditions Agone, les éditions Sociales et l'édition de l'Éclat, donc ce sont 4 maisons indépendantes. Et vous avez par exemple le pari qui est fait de traduire des textes. Traduire des textes, ça peut là aussi paraître assez anodin, mais en fait, vous allez voir ailleurs, vous allez traduire des textes qui ne le sont pas, et vous déplacez l'agenda. De la même manière, au fond, que vous voyez, Justement Soleil avait fait un travail de couverture de l'actualité internationale, on est loin d'être les seuls, mais on va chercher finalement ce qu'on n'y pas, ce qu'on ne voit pas dans la scène traditionnelle. Autre exemple, l'édition de l'Éclat, qui sont une maison qui existe depuis 37 ans,
pari assez vertigineux. Moi, je suis toujours assez fascinée quand je raconte cette histoire. Au tournant des années 2000, en fait, c'est Michel Valenzi, qui aujourd'hui sont toujours deux, à diriger cette édition, qui lance ce qu'ils appellent le Liber, qui est en fait le premier livre numérique. Donc aujourd'hui, ça fait un peu partie de nos vies, mais à l'époque, il est le premier à faire ce pari et il lance cette idée un peu absurde de se dire, en fait, je vais mettre mes livres gratuitement sur Internet et ça va faire venir les gens à moi. Donc tout le monde lui dit, mais en fait, vous êtes dingue, vous allez laisser des livres gratuits, les gens vont jamais les acheter, et puis ça va pas marcher. Et en fait, ça marche. Et donc, vous voyez, c'est tout un modèle de, on fait un pari où finalement, en rendant disponibles certains contenus, en les soustrayant, disons, aux logiques de marché habituelles, et ben les gens s'y intéressent, les gens y ont accès, et ceux qui peuvent ensuite préfèrent avoir le livre papier, et donc ça nourrit aussi d'autres pratiques, d'autres cycles de diffusion des idées, qui ont des diffusions plus clandestines, mais qui ont aussi leur impact, des choses qui se passent. Et donc, le cas des éditions sociales, c'est une maison plus historique qui est liée au Parti communiste, mais ils ont un travail aussi dans la préservation d'un patrimoine intellectuel, dans un héritage. Et puis, vous parlez des éditions à Gaulle tout à l'heure, qui, elles, ont fait un travail vraiment assez vertigineux sur les questions de critique des médias, sur les questions de préservation d'une forme de critique radicale, et ça, c'est assez indispensable. En tout cas, voilà, c'était un peu pour vous dire un mot sur le paysage éditorial et puis pour vous aussi vous sensibiliser un peu à ça, puisque reconquérir nos médias, c'est aussi reconquérir l'édition, et par ça, ça veut dire déjà savoir ce que c'est, déjà se rappeler que quand on a un livre entre les mains, il ne tombe pas du ciel, il n'y a pas juste un auteur derrière, et aussi reconquérir ces débats, puisque comme je vous le disais, il n'y aura pas de reconstruction intellectuelle, il n'y aura pas d'idées alternatives, il n'y aura pas de champ politique qui pourra être structuré sans ce travail-là. Et vous comprenez bien que l'alternative au néolibéralisme, elle ne viendra pas de chez Editis et sans doute pas de chez Hachette non plus, et encore moins de chez Hachette et Editis ensemble. Merci. Je vais poser des questions peut-être plus larges, après à voir qui souhaite y répondre. Je pensais par exemple sur celle-ci notamment à Jean-Baptiste Rivoire, Marc Andevel, mais on a parlé tout à l'heure, et c'était Salomé qui faisait référence, la guerre en Ukraine, d'un seul coup, a envahi nos écrans, nos journaux, etc. Alors que, comme tu le disais, elle faisait rage depuis 8 ans dans le Donbass sans que le grand monde s'en émeuve. De même, d'autres guerres ont souvent été un peu occultées dans les médias français. Super exemple avec le Togo, enfin, en France, c'est pas une guerre, mais voilà, il y a certains sujets qui sont assez peu présents dans les médias, et l'actualité internationale, de manière générale, finalement, n'est pas très très présente. Les médias français sont quand même assez centrés sur eux-mêmes. Récemment, donc, il y a la guerre en Ukraine, il y a eu la débâcle aussi française au Mali, mais de manière générale, on en parle quand même assez peu dans les médias français, et souvent aussi assez mal, je pense, sans forcément comprendre toute la complexité de ce qui se joue sur place. Et je voulais m'adresser, donc, je souhaite y répondre, mais comment peut-on expliquer cette place finalement assez faible et de l'actualité internationale dans les médias français, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays, d'ailleurs. Parce qu'on a parlé de l'enquête, mais on a peu parlé du reportage, et ça coûte également beaucoup d'argent, le reportage. Et un chiffre, on parlait du service public et de France Télévisions. En 15-20 ans, les bureaux de correspondants de France 2 et France 3 ont été diminués par 2, voire par 3. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, il y avait plus de correspondants qu'actuellement. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui qui traite, au niveau des reportages, les différents JT, la plupart du temps, c'est plus des envoyés spéciaux qui sont envoyés ponctuellement que des bureaux de correspondance. Puis par ailleurs, ce que évoquait Salomé très judicieusement, c'est que de toute façon, les rédactions en chef considèrent que l'international ne s'intéresse pas le public. Et donc, généralement, si je fais un focus sur les JT, de toute façon, ce qu'on demande aux correspondants dans les JT, c'est de faire des choses très anecdotiques la plupart du temps, sauf quand il y a du spectaculaire. Et une guerre peut être spectaculaire, surtout quand elle n'est pas loin de chez nous. Donc voilà, plus globalement, le champ de l'actualité internationale dans le reste de la presse française, de toute manière, a connu également des réductions budgétaires extrêmement drastiques, ce qui fait qu'il y a énormément de journaux qui n'ont plus les moyens de gérer un service international. Il y a 20-30 ans, un journal comme Libération disposait de correspondants à peu près dans de nombreux pays, pas forcément des correspondants qui avaient un salaire entièrement assuré par Libération, mais
C'était un quotidien qui pouvait exposer toute une équipe internationale qui pouvait faire et produire des articles. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a Le Monde encore, mais même Le Monde, il y a énormément de correspondances du Monde. En fait, c'est des pigistes. France 24 ou RFI, ou même la plupart des gens qui font parfois des duplex dans les chaînes d'information, en fait, ils pigent pour toutes les marques. Et parfois, il y a une personne qui est localisée à un endroit qui travaille pour 10 médias français en même temps. Donc il y a un vrai appauvrissement de l'actualité internationale, pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées, mais la raison budgétaire et de l'audience prime en tout cas sur l'aspect télévisuel des choses. Juste pour rajouter un tout petit mot sur cette question des bureaux de correspondants, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer à France 24 parce que j'ai commencé en tant qu'assistante de rédaction. Donc mon travail c'était d'appeler les correspondants sur le terrain et de leur dire bon là tu passes à la télé dans 2 minutes. Et France 24 avait vraiment cette couverture de l'international qui était largement, je trouve, la meilleure en France dans l'audiovisuel français. Hein. C'est vraiment eux qui ont le plus de correspondants dans le plus de pays. Et ils sont très rarement affiliés, effectivement, exactement comme tu disais, qu'à France 24. Et c'était, là, si vous avez regardé, par exemple, la prise de Kaboul en Afghanistan, c'était incroyable parce qu'il y avait 1 ou 2 correspondants qui étaient sur toutes les chaînes françaises et qui n'arrêtaient pas de passer. Mais alors vraiment, je pense qu'ils faisaient vraiment toutes les chaînes privées, publiques, parce qu'il y avait tellement peu de personnes qui étaient présentes en Afghanistan que ça a donné, même pour les analystes, c'était quasiment toujours les mêmes personnes, parce qu'il y avait peu de personnes, de journalistes qui connaissaient ça. Et là, en Ukraine, on a retrouvé un petit peu le même phénomène. Si vous faites attention au nom des journalistes qui sont sur place, alors là, ça y est, ils ont envoyé un peu plus d'employés spéciaux et compagnie, donc ça va un peu mieux. Mais quand le conflit a commencé à monter un peu en puissance, c'était pas encore la guerre, mais ça devenait quand même un peu chaud, on avait toujours, mais c'était franchement c'est 2-3 personnes qui sont sur l'ensemble des chaînes de télévision et à la radio et parfois dans la presse écrite. Parfois les journalistes font 3 choses et ça montre vraiment la pauvreté évoquée de la couverture internationale qui est peut-être due à aussi un manque d'éducation géopolitique. Je pense qu'on peut avoir en France, je ne sais pas exactement à quoi il est dû, je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule à la fin, mais on voit quand même un intérêt qui est souvent limité pour des enjeux internationaux, surtout quand ils sont lointains. Alors, en tout cas, moi, c'est quelque chose qu'on expérimente à Blast en ligne et on essaie parfois de donner la parole à des analystes, on essaie de parler de choses qui se passent qui sont un peu lointaines et on voit qu'en termes d'audience, ça ne suit pas toujours. Donc voilà, c'est un peu complexe. Pour moi, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que ces gens qui prennent le contrôle de l'information n'ont pas pour intérêt l'information, au fond. Donc, un des premiers trucs qu'ils font, c'est déjà de vider les rédactions de leurs journalistes, parce que je ne sais pas à quoi ça sert, les journalistes, ils en virent quand même beaucoup. Ils se fatiguent à faire du reportage, de l'enquête, de secours, etc. Donc, jusque-là, on est un peu dans ce qu'on disait. Après, le jour où j'étais au Sénat pour leur commission d'enquête, et je ne suis pas sûr que le Sénat va demain arrêter la concentration dans les médias, parce que le président de la commission a accueilli Bernard Arnault, en le félicitant pour son château week-end. C'est pas gagné. Et je leur disais, est-ce qu'au moins, ils pouvaient pas obliger les citoyens à financer ce système? Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que la redevance, 140 balles par an, mais aussi les aides à la presse. C'est-à-dire que ce système qui finance la presse en France, ça part d'un bon sentiment au départ, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, ça va majoritairement dans la poche de Bernard Arnault, de la Verdère et les autres. Bernard Arnault, je crois, 4-29% des aides à la presse, c'est des millions et des millions et des millions d'euros pris dans la poche de vous, de moi, des citoyens, pour aller financer les milliardaires. Donc à un moment donné, déjà, à la base, si on pouvait juste rendre un peu d'argent aux gens pour qu'ils puissent financer l'information qu'ils ont choisie, déjà ça irait mieux. Sur le traitement de l'actualité internationale, sur la rédaction que je connais bien, la rédaction de France 2, il y a aussi un autre élément structurel qui est concomitant, c'est que le service international de la rédaction de France 2 a été supprimé. Ça s'appelle maintenant, depuis une vingtaine d'années, en fait, depuis l'arrivée, alors les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais il y a eu une transformation de la rédaction de France 2 au début des années 2000 avec l'arrivée de David Pujadas, qui importait justement les méthodes des chaînes d'information dites continues. Et à ce moment-là, il y a également un grand patron de RTL, Olivier Mazerolle, qui a cassé le service international, qui a cassé les services spécialisés dans la rédaction, qui étaient autant de contre-pouvoirs dans la rédaction, justement pour défendre les différents sujets ou des différentes visions du monde, on va dire,
qui n'étaient pas forcément concentrés à l'époque, encore aujourd'hui, dans la rédaction de France 2, aux mains du présentateur ou de la rédaction en chef, généralement composée de journalistes politiques dans leur carrière. C'est aussi une autre caractéristique des médias français, c'est que les postes de pouvoir dans la rédaction sont aux mains de journalistes politiques, en réalité la plupart du temps courtisans, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont propulsés à la tête des rédactions médias. Il y a aussi une explication structurelle, c'est que la presse française est extrêmement légitimiste par rapport au pouvoir politique et par rapport aux institutions de la Ve République, dans un pays finalement très vertical, très bonapartiste, et sa presse est exactement à l'image de ça, ce qui fait que là aussi, ça explique pourquoi la plupart des dirigeants de médias sont aussi dans cette formation-là et cette trajectoire-là. Donc peu d'enquêteurs, peu de reporters qui deviennent patrons de rédaction. Pour revenir à la rédaction de France 2, la destruction des services spécialisés, donc il y a eu un effet très clair d'absence de contre-pouvoir par rapport à la rédaction en chef, qui a pu imposer des sujets toujours les plus débiles les uns après les autres. Et surtout, c'est la casse des métiers, comme on trouve dans l'entreprise, où en fait le service international était composé de journalistes avec des signatures, avec une connaissance de l'étranger, justement, avec une connaissance parfois des relations internationales, qui avaient des carnets d'adresses, qui pouvaient parler aux diplomates, qui pouvaient parler parfois directement avec des hauts responsables de la Maison-Blanche. Je pense à certaines vieilles signatures, notamment c'est des gens qui sont partis à la retraite ou qui ont été, on va dire, petit à petit marginalisés dans la rédaction, mais je peux penser à Gilles Rabin, par exemple, qui a longtemps été en poste à Moscou, je peux penser à Jean-Marc Hilous, qui était en poste à Washington notamment, je peux penser également à Charles Anderlin, correspondant en Israël. Ces signatures avaient encore leur mot à dire il y a une 25 ans, vingtaine d'années, auprès de la rédaction en chef. Aujourd'hui, il y a dans la rédaction de France 2, comme à TF1 et même maintenant France 3, parce que tout ça c'est quand même tout rassemblé, les contre-pouvoirs des signatures et des journalistes spécialisés, c'est de plus en plus affaibli face aux desiderata des rédactions en chef qui sont de plus en plus omnubilées par le petit buzz médiatique et les considérations de pouvoir, enfin de pouvoir de placement personnel au regard des jeux politiques parisiens. Xavier Niel a fait pareil à l'Obs, je crois. Il casse les services spécialisés. Ouais, il n'y a plus de résistance en interne. Non, il n'y a plus de résistance en interne. Et ça, c'est un effet structurel qui d'ailleurs qui a été étudié par des sociologues des médias français. Mais ça a un effet plus important qu'on ne le croit sur, au final, les choix et la hiérarchie d'information dans les différents médias qu'on constitue. Merci. Je signale aussi d'ailleurs, pour rebondir sur cette question, il y a eu un papier dans le Monde diplomatique récemment je crois que ça s'appelait « Pourquoi les médias se moquent du monde ?» qui était une enquête assez chiffrée sur justement les conséquences de l'austérité, etc. Et en plus, le Monde diplomatique, de manière générale, couvre assez bien l'actualité internationale aussi. Donc pour ceux que ça intéresse, je renvoie aussi à cet article. Comme on va devoir rapidement libérer la salle, je voudrais quand même poser une question à chacun d'entre vous. Une question assez simple finalement. L'élection présidentielle aujourd'hui arrive dans un mois à peu près. Un certain nombre de sujets ont fait la une des médias durant cette campagne. On pense aux questions d'immigration, de Covid, maintenant la guerre en Ukraine, etc. Mais, et puis évidemment, le commentaire des sondages, la course de petits chevaux des uns et des autres. Pourtant, il y a aussi d'autres sujets qui ont été occultés, et souvent quand on parle de l'agenda médiatique, on oublie que c'est aussi choisir de traiter ou non certains sujets, avant de choisir comment on va les traiter avec qui. Et j'aimerais savoir donc les uns et les autres, commencez vous voulez pour la parole, mais si vous deviez citer un sujet oublié qui vous semblerait nécessaire d'aborder durant cette campagne présidentielle, lequel est-ce qu'il s'agirait? L'écologie. Évidemment. Non, mais c'est pas, je suis pas spécialement militante écologiste ou quoi que ce soit, mais c'est hallucinant. Pour moi, ça dépasse l'entendement. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview exceptionnelle du président Emmanuel Macron sur LCI avec 2 journalistes pendant 2 heures où le mot écologie n'est pas prononcé une seule fois. Et je pense que ce sera dans les livres d'histoire sur comment on n'a pas réagi, encore une fois, face à la catastrophe climatique. On est toujours dans la même logique de ça n'intéresse pas, c'est pas vendeur, c'est complexe. Mais on a un problème majeur qui se retrouve dans les meetings politiques, qui se retrouve dans les programmes politiques de la plupart des candidats, pas tous, candidats et candidates, mais il y a par exemple Valérie Pécresse qui propose d'aller sur son site, le mot écologie n'est tout simplement pas dessus. C'est quand même fabuleux. Et il n'y a pas de journaliste, en tout cas pour l'instant il n'y en a pas eu, dans les gros médias, qui lui dit en direct à la télé, mais pourquoi vous ne parlez pas d'écologie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Et on a des débats politiques qui sont principalement centrés autour de thématiques toujours sécuritaires, immigration. Alors là, ça va être l'Ukraine, évidemment, tout le monde va me parler que d'Ukraine. Et on passe à côté du sujet majeur, encore une fois, pour moi aujourd'hui, dont découlent les problématiques sociales et économiques qu'il faut traiter. Et je trouve ça incroyable. Vous pouvez aussi écouter sur France Inter, maintenant il y a des grandes interviews politiques pendant la campagne. Donc chaque candidat est reçu pendant très longtemps avec une très grande écoute sur France Inter. Et les questions écologiques sont encore minimes, voire pas abordées à plusieurs reprises. Et un truc que, encore une fois, j'ai trouvé exceptionnel pendant cette campagne présidentielle, c'est que même pendant la primaire des écologistes, qui a priori parlent d'écologie, quand même, c'est le principe, on a trouvé le moyen de leur mettre en face certains journalistes qui ne leur posaient pas des questions d'écologie. C'est-à-dire les seules personnes qui, a priori, ont quand même des choses à dire sur l'écologie, on ne les interroge même pas sur leur programme, et on leur casse les pieds pendant une demi-heure, une heure sur les questions sécuritaires. Et je trouve que c'est vraiment une faillite journalistique en ce qui concerne l'écologie en ce moment, évidemment à quelques exceptions près, que ce soit pour les candidats et les candidates, et pour les journalistes, quand même, il y en a quelques-uns qui font ce travail-là, mais on est à des années-lumière, pour moi, de ce qu'il faudrait faire. Pour rebondir sur ce que dit Salomé, qui va dans ce sens aussi de la question écologique, c'est aussi la question de notre avenir commun en fait, et pas juste une question de notre génération, même si c'est aussi comme ça qu'on la présente dans les médias, vous savez, ce truc de jeune, alors qu'en fait, ce truc d'humain, enfin, voilà, surtout. Et pour donc du coup rebondir sur cette question d'autre sujet qui a vraiment pas fait parler, et vraiment pour le coup, peut-être 3 papiers. Et qui pourtant, à mon sens, c'est aussi indispensable puisqu'il concerne notre avenir. Et là, vous entendez tous le sujet en question, je sais. C'est la question de l'université, qui est passée effectivement sous les radars. Je vois certains qui lèvent la main au fond. Mais, non pas encore une fois parce que c'est un truc de jeune, non pas parce que moi aussi j'y travaille et que je connais un peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, je travaille à l'étranger précisément parce qu'en France, c'est devenu invivable. Mais vous avez peut-être vu très discrètement passer que Macron prépare ce qu'il appelle une réforme systémique de l'université. Le systémique est déjà effrayant en tant que tel, et tout ça s'est déroulé dans une relative indifférence au mois de janvier, alors au milieu de l'offensive contre les woke et tous les dangereux critiques qui peuplent je ne sais quelle planète, disons, invisible. Et donc vous voyez cette espèce à nouveau, cette offensive idéologique qui continue, et juste après, vous avez, ah oui d'ailleurs, il faudra penser à réformer l'université. Puis il faudra penser aussi à faire de l'université quand même un lieu un peu rentable, parce que là on perd de l'argent. Et puis d'ailleurs, il faudra aussi penser à ce que l'université donne du travail. Et puis, on ne voudrait pas que l'université aide à penser. Enfin, vous voyez, c'est toute une logique comme ça qui, petit à petit, s'instille dans les éléments de langage, et puis qui finalement fait que dans 2 ans, ou dans 3, si Macron est réélu, et ben peut-être que l'université en France, elle deviendra payante, pas seulement au sens de vos droits d'inscription, mais au sens de vraiment payante, comme on le connaît dans d'autres systèmes. Et pourtant, on sait que c'est une question qui a été beaucoup défendue en France et qui est le produit de notre héritage politique, et qui est un enjeu majeur, puisqu'à nouveau, vous voyez, sans université vouée à autre chose que la marchandisation, la valorisation et l'entrée sur le marché de l'emploi, il n'y a plus de débat possible. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, en tant que tel, normalement, n'est plus possible. Ça pourrait d'ailleurs avoir lieu aussi dans une université, ce qu'on dit cet après-midi, mais ça n'est plus possible parce que c'est aussi compliqué d'avoir des salles, c'est politique, vous comprenez. Et donc, voilà pour ma part le sujet qui mériterait qu'on s'attarde avant les présidentielles. Alors, à Claire, en général, on n'est pas prescripteur. On observe plutôt le traitement médiatique. Donc déjà, ce que je pourrais dire, c'est que si les médias au moins pouvaient bien traiter l'élection présidentielle et non la traiter sous forme de course de petits chevaux, pipolisation de la vie politique. Enfin, on a eu des sur les vies personnelles des politiques, la personnalisation à outrance aussi, au détriment du fond à chaque fois du débat. Ce serait déjà pas mal. Après, là, l'agenda qui domine, c'est la sécurité, donc l'aspect sécuritaire. Et ce qui est intéressant, c'est que, là, je t'entendais parler du climat, c'est que voilà, ça ne va jamais être la sécurité climatique des populations, ça ne va jamais être la question de la sécurité sociale, la sécurité au travail. Ça, c'est pas quand on parle de sécurité dans les médias, c'est pas de cette sécurité-là. Voilà. Enfin, vous pourrez dire dans les médias critiques les différentes manières qu'ont les médias, ils sont très créatifs de maltraiter l'information. À chaque numéro,
spécialisation. Enfin, les numéros sont à thème, donc celui de fin 2021, c'était sur la question du travail, de comment est traité le monde du travail dans les médias. Et le dernier numéro, c'est sur la banalisation de l'extrême droite dans les médias. Donc, voilà, je vous invite à aller au stand. Sujet en lien avec les autres, sujet de l'énergie, on parle de l'Ukraine, sujet de l'énergie qui est central en fait. Je pense qu'en moins d'un mois, on ne va pas avoir un super débat sur le nucléaire, pas nucléaire, le gaz et autres éléments. Et puis les dossiers également liés au climat aussi et à l'écologie, mais le prisme industriel, c'est-à-dire tout ce que prévoit Macron en termes de mécanismes financiers et industriels dans les prochains mois. Je vous évoquais au début le rachat potentiel de Bolloré, du groupe Dassault par Bolloré. Ça fait partie de ces grands dossiers qui ne sont jamais débattus finalement démocratiquement. Donc ça pose quand même un petit souci. Et je voulais juste rajouter un élément qu'on a évoqué un peu furtivement. On a pas mal parlé d'autocensure dans les médias, notamment par rapport à la précarisation du journalisme, par rapport à une question de carrière ou par rapport à des biais idéologiques. Il y a quand même, il ne faut pas sous-estimer, au-delà de la personne de Vincent Bolloré qu'on a également évoqué, il y a plus de censure directe qu'on le pense quand même dans les médias vis-à-vis de leurs propriétaires. C'est-à-dire que ça passe pas forcément par des coups de fil, comme à chaque fois en caricature, mais ça passe déjà par qui sont les dirigeants des rédactions qui sont choisis par les propriétaires, qui jouent le rôle de tampon, entre guillemets, entre les propriétaires, les actionnaires et le reste de la rédaction. Et donc, généralement, il y a une boîte noire entre les propriétaires de médias et les dirigeants de médias et les troupes journalistiques. Et cette boîte noire, généralement, est assez sous-estimée dans le débat journalistique professionnel, parce que justement, c'est trop compliqué de reconnaître qu'il peut y avoir aussi des effets de censure, parfois directs, ou on va dire, des incitations à parler plutôt tel sujet que plutôt tel autre. Or, ça existe, et au-delà de Bolloré, qui est véritablement très, on va dire, actif, balourd et intervenant, Bernard Arnault, bien évidemment, a une vue très précise de ce que fait Le Parisien ou de ce que fait Les Échos. On évoquait le groupe Dassault, Serge Dassault, pendant très longtemps, allait jusqu'à proposer des sujets à certains de ses journalistes. Et donc ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est une sociologue des médias, Julie Sedel, qui vient de publier un livre, je vous le conseille, qui s'appelle Dirigeants de médias. Et donc voilà, donc il y a tout cet effet-là. Il n'y a pas que d'autocensure des journalistes, il y a quand même un effet de contrôle, mais souvent cet effet de contrôle est caricaturé dans le débat public et caricaturé même par certains critiques des médias qui, là pour le coup, font quelque chose de systématique au regard d'un agenda économique qui sont parfois plus complexes qu'on pourrait le croire. Et je vous conseille sinon la lecture de deux autres ouvrages, Jean Stern, patron de presse, Tous mauvais. Bon, c'est un copain, mais c'est un très bon bouquin. Et puis, également, on parlait de l'entre-deux-guerres. Il y a un super bouquin sur le groupe Hachette, entre-deux-guerres et après 45, qui est fait par un historien, qui s'appelle historien d'édition, qui s'appelle Jean-Yves Mollier. Le titre, c'est L'âge d'or de la corruption parlementaire. Et c'est à la fois un bouquin qui montre la collaboration active du groupe Hachette pendant la Seconde Guerre mondiale et comment le groupe Hachette a sauvé sa tête après 1945 auprès des différents partis politiques de gauche comme de droite d'ailleurs, par corruption, pour préserver la distribution de la presse et notamment l'importance du groupe Hachette à l'époque dans les nouvelles messageries parisiennes, c'est-à-dire toute la distribution de la presse. Voilà. Moi, d'un mot, pour cette présidentielle ou même une autre, je voudrais qu'on retrouve en fait le droit de se moquer des puissants. Parce qu'en fait, moi, je suis quand même frappé, mes copains des Guignols ont été éradiqués il y a quelques années. Bon, les Guignols, comme ça se moquait de plein de gens, bon. Mais au-delà de ça, à France Télé, il y a aussi Thomas VDB, Madénian, qui ont eu le malheur de faire des sketchs un peu drôles, etc., où se moquer des politiques, ils ont été éradiqués. Et si vous regardez bien, en fait, c'est plus tellement possible en fait, en France de se moquer des puissants, c'est difficile. Et pour moi, ça va avec un phénomène médiatique qui est extrêmement grave et qu'on ne voit pas forcément. J'appelle l'anxiété médiatique. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, je me dis, mais en fait, quand même, il y a une espèce de mécanique, notamment dans les 20 heures, mais pas seulement. Finalement, c'est extrêmement angoissant ce qu'on nous dit. Alors, certes,
Paris a été mitraillé en 2015, c'est hyper horrible, hyper angoissant, on est tous d'accord. Le Covid, c'est horrible, on est tous d'accord. Et la guerre en Ukraine, c'est horrible, on est tous d'accord. Mais faisons quand même un peu attention. Je trouve qu'il y a une tendance de ces grands médias, finalement, à entretenir des peurs. Je ne dis pas qu'elles sont illégitimes, hein, mais tout le temps, moi j'ai des gamins qui ont 20 ans, je me dis, mais les pauvres, ils ont plus le droit de voir leurs copains. Bon. Donc on est tous sous la peur, surtout allez pas voir vos copains, allez pas voir des cours, restez bien chez vous et ayez tous peur. Réfléchissons 2 secondes à ça, parce qu'une population qui a peur, elle ne se révoltera pas, hein. Ça c'est sûr, elle n'ira pas manifester, etc. Donc il y a un moment donné, notamment dans ces grands médias, voilà, quand est-ce qu'on rigole, quand est-ce qu'on est heureux, quand est-ce qu'on invente demain, quand est-ce qu'on arrête d'avoir peur de tout le monde. Je veux dire, notre voisin, il va peut-être lui donner un coup de couteau, mais en réalité, c'est pas sûr, quoi. Peut-être qu'il va être sympa, quoi. Non, mais c'est vrai, franchement. Moi, je m'amuse à louer des voitures depuis que je suis au placard chez Bolloré. On se dit, mais les gens sont pas civiques, c'est terrible et tout. Mais en vrai, les 98% des gens, ils sont hyper bien, quoi. Vous nettoyez la bagnole, ils sont sympas, ils vont mettre un peu d'essence. Il faut faire un peu attention à cette tendance, parce que si on s'enferme là-dedans, on va tous être dans la peur.